Voilà, donc bienvenue à ces trophées de la santé mobile. Pour ouvrir la cérémonie, je vais demander tout de suite, une fois que les derniers retardataires se seront installés, n'hésitez pas à prendre des places au centre. Comme ça, vous serez amenés à vous lever tout à l'heure. C'est un plaisir. Le président de DMD Santé, Guillaume Marchand, bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qui est ici? Vous m'entendez? On vous entend. Un petit peu. Alors, qui est ici ce soir? Qui est ici ce soir? Alors, tous les gens déjà qui ont bien voulu venir. Oui. Le jury 2014 de ces trophées de la santé mobile, association de patients, de professionnels de santé, de télémédecine et sociétés savantes de médecine. Je les remercie encore une fois. Sans eux, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis des acteurs de la santé au sens large, industrie du médicament, institutions, financeurs de la santé, fabricants de matériel de santé connecté. Je pense qu'on est nombreux. Quel âge a DMD Santé? Quel âge a DMD? Un bon 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et pas encore mort, ce qui est plutôt bon signe pour une start-up. Merci Jérôme. C'est le 3 years itch. Très rapidement, parce qu'il y a peut-être 0,3% des gens ici qui ne savent pas encore quel est précisément le but de DMD Santé. C'est quoi? C'est du référencement? Non, pas du tout. DMD Santé, c'est une plateforme d'évaluation collaborative des applications mobiles de santé avec des patients et des professionnels de santé. Et puis, à partir de cette année, d'objets de santé connectés. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir, beaucoup de choses. 3 temps forts, une table ronde que vous allez animer autour du thème comment communiquer sur la santé mobile, puis une remise de prix et de trophées, ceux de la santé mobile 2014, et puis un cocktail avec des stands et des démonstrations. Ouais. Vous voyez, c'est l'exemple type. Il fallait vraiment qu'il colle son micro parce qu'il y a des moments où on ne vous entend pas. Oui. Voilà. Collez-le comme ça et voilà. D'accord. Combien de personnes? Près de 300? Oui. De tous les métiers, de tous les horizons? Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des kinés, il y a des commerciaux, je pense. Il y a des associations de patients? Il y en a beaucoup. Oui. Parce que vous travaillez avec eux? Oui. Bon, on aura l'occasion de détailler tout ça. Merci. Je propose de passer rapidement à la première table ronde. Je lui aurais promis à 20h pile, on commence la remise des prix et des trophées. Bonne soirée à tous. Eh bien, bonsoir. Merci encore. Bravo. Pour cette première table ronde, je vais demander à Christine Balaguet, Ivani Caillé, Claire Viguier-Petit, Bernard Benamou, Jacques Lucas, Benjamin Sarda, Pierre Simon et Pascal Taccini de venir nous rejoindre. Je vous en prie, installez-vous. Je vais donner rapidement vos travaux. Christine Balaguet, vice-présidente du Conseil national numérique de santé. Ivani Caillé, fondatrice et directrice de Renalou, je vais m'asseoir ici. Claire Viguier-Petit, directrice d'opération Sanofi Diabète France. Bernard Benamou, fondateur de Proxima Mobile et spécialiste de l'Internet des objets. Dr Jacques Lucas, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le CNOM. Benjamin Sarda, directeur marketing de Orange Healthcare. Pierre Simon, directeur de l'Antel, Association nationale de télémédecine. Et Pascal Staccini, chef de service au CHU de Nice. On va parler ensemble prenez un micro chacun, je vous en prie, de table ronde, de communication. Mais pas que de cela, évidemment. En gros, quel discours tenir, aussi bien auprès des professionnels de santé, auprès du grand public et auprès des patients. C'est peut-être pas tout à fait le même langage qu'il faut tenir. Quels sont les freins pour que ça se développe mieux? Et s'il y en a, comment faciliter l'adoption ou comment développer en tout cas les usages, puisque j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Je rappelle qu'on a un but commun quand même, c'est systématiquement l'accès aux soins, à des meilleurs soins pour tous. On parlera aussi de la démocratie nécessaire. Commençons par comment faciliter l'adoption par les professionnels de santé. Docteur Jacques Lucas, comment faire pour que ça marche mieux, pour faciliter l'adoption? Écoutez, quelle que soit l'ingéniosité des producteurs et l'ingéniosité des solutions, on est dans le domaine de la e-santé où je trouve, l'ordre en tout cas des médecins, trouve qu'une certaine régulation devrait se mettre en place. Il ne s'agit pas bien évidemment de bloquer l'innovation. Guillaume Marchand me dit que les applications sont évaluées en 2.0 finalement, c'est-à-dire avec ceux qui imaginent ou qui produisent l'application et ceux qui vont les utiliser. On est là dans un domaine émergent
On voit actuellement qu'il y a une quantité d'applications. Le nombre m'échappe, mais enfin... 700 et quelques. Oh, c'est bien beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est de l'ordre de 10 ou 15 000 Ah oui, dans le monde. dans le monde. Dans le Oui, monde. dans le monde. Et combien sont-elles réellement utilisées? Parce qu'une chose est d'avoir une application et l'autre de l'utiliser. Donc nous, pour l'Ordre des médecins, je pense que pour que les professionnels s'impliquent réellement dans ce domaine, il faut qu'ils aient un intérêt à agir. Qu'est-ce que ça apporte dans leur exercice professionnel? C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ces applications soient évaluées effectivement. Alors, je salue d'ailleurs l'initiative de DMD, mais c'est une organisation qui n'est pas, excusez-moi de souligner quelques inconvénients, qui n'est pas labellisée sur le sujet. Mais vous auriez dû le faire à leur place? Pas du tout. Et pourquoi est-ce que le Conseil national ne l'a pas fait? La nature a horreur du vide. Non, parce que la Cour des comptes nous aurait dit vous n'avez pas à investir de l'argent dans ce domaine. Alors qui aurait dû le faire? Je ne sais pas, je vous pose la question puisqu'on est là pour en débattre. Ce que je veux dire, que ça n'est pas à une organisation privée, fût-elle animée des meilleures intentions du monde, de décider à elle seule que la qualité d'évaluation... C'est un encouragement, Guillaume, hein, c'est pas décider à elle seule que son évaluation va être la bonne. Restons un instant juste sur l'évaluation. On parlera des vrais besoins. Si ça marche, vous dites si elle correspond à des vrais besoins, ça marchera. Comment ça se passe l'évaluation dans les pays étrangers? Aux États-Unis, M. Benamouya. Disons qu'il y a beaucoup de... Ça marche. Bonjour. Il suffit d'être très près. Voilà. Allô, allô? Oui, on vous entend. Vraiment? Non, il y a différents portails qui ont été mis en place par des autorités, des regroupements d'hôpitaux, par exemple à New York. Je vous recommande le très remarquable portail Aptic des hôpitaux de New York, qui a un système de labellisation, de contrôle. Et la Cour des comptes américaine n'a rien dit. Justement, les autorités de santé, la FDA, etc., sont en train de faire mûrir les critères à partir desquels, en particulier pour les maladies qui mettent en jeu la vie du patient, il sera nécessaire de passer par une autorisation. Le régime commun pour la plupart des applications qui sont souvent liées à l'information du patient ne demandera pas d'obligation en amont, mais pour ce qui est des suivis de pathologies, en particulier cardiaques, cardiovasculaires, respiratoires, pathologies lourdes, là, il y aura effectivement un système qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, et donc la codification est en train d'arriver. Sous l'autorité de l'autorité. Voilà, et de même, une réflexion a lieu au niveau bruxellois d'une directive européenne sur les mêmes sujets. Donc je dirais que là-dessus, le sujet est en train de mûrir et d'arriver à maturité. Je rappelle que vous intervenez quand vous voulez. Oui. Moi, je veux bien rebondir pour dire qu'il y a déjà la législation du dispositif médical qui peut s'appliquer à certaines des applications. Et c'est exactement ce que vous venez de dire quand on est dans les maladies complexes où il y a des prises de décision médicales. La FDA aux États-Unis a déjà légiféré là-dessus assez largement. Et maintenant, en Europe, il est aussi reconnu qu'un logiciel peut être dispositif médical. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a rien. Il existe déjà un début en fait, de mise en œuvre, de validation, mais pour certaines des applications. Docteur Jacques Lucas. Oui, je voudrais réagir. Je partage tout à fait ce que viennent de dire les deux interlocuteurs précédents, et c'était le sens de mon propos. Il ne faut pas non plus qu'on rentre dans un processus d'évaluation qui soit tel que quand l'application est évaluée, elle est déjà devenue obsolète. Et ça, il est évident que les instances d'État ont quelques difficultés à la réactivité. Ils ne sont pas assez souples, ça va pas assez vite. C'est pas souplesse, c'est que la lenteur des procédures. Mais je crois que quand on parle de ces sujets, ce qui me fait réagir, c'est votre dernier propos, c'est que l'on confond la télémédecine, en quelque sorte, enfin des applications qui vont être destinées à soutenir l'activité médicale et des applications en santé. Il y a d'ailleurs eu un très grand débat récemment. J'ai signé une tribune avec Pierre Simon, qui aura certainement l'occasion de s'exprimer là-dessus. Il faut bien distinguer une activité réglementée de télémédecine. On ne fait pas de la télémédecine en dehors de la loi et du décret qui l'organise. En revanche, il y a tout un domaine de e-santé qui, au regard de certains juristes et probablement de la Commission européenne, est du e-commerce.
Oui. Et c'est le fond, et c'est quand même le fond du problème. Alors, vous savez qu'on va manquer de temps. Je propose qu'on garde, encore une fois, qu'on ferme un peu trop rapidement, pour certains, le problème du label et de la réglementation. Et si on parlait des besoins, vous dites parce que le thème de cette première question, c'était comment faciliter l'adoption par les professionnels de santé. Vous dites si ça correspond à un besoin. Est-ce que vous pensez que ça ne correspondait pas jusqu'ici à un besoin? Monsieur Benamou ou Mais disons que... Pierre Simon pour l'Antelle? Je vous en prie. Allez-y. Oui, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le besoin des patients et le besoin des professionnels de santé. Et c'est vraiment pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Et c'est contradictoire? Pas forcément C'est contradictoire, antinomique. je pense que c'est complémentaire, mais il ne faut pas que l'un l'emporte, enfin que le besoin des professionnels de santé l'emporte sur le besoin des patients. Moi, je tiens à souligner cela car nous travaillons beaucoup actuellement sur les outils de santé mobile et je pense que l'Antelle, disons, s'intéresse au service médical rendu aux patients. Hein, et je crois qu'il y a des applications, effectivement, des outils de santé mobile en télémédecine, notamment dans le cadre de la télésurveillance des maladies chroniques. Et je dirais même qu'on a beaucoup d'espoir sur ces outils, car il y a des maladies chroniques qui demandent un coaching des patients en permanence. Et là, l'espoir qui est mis dans ces outils, c'est qu'en dehors des médicaments, il y a dans l'organisation, dans l'usage de ces outils avec des logiciels experts, peut-être un produit actif, un produit actif qui viendrait compléter, je dirais, l'action des médicaments. Mais... Alors, ceci dit, je termine sur le besoin des médecins. Par contre, nous observons à l'Antelle des médecins qui se disent j'ai une tablette, j'ai un smartphone, plutôt que de me déplacer pour voir un patient, je vais le voir à travers mon smartphone ou à travers ma tablette. Et là, nous disons non. Oui. Ça va être c'est possiblement une dérive. Je voudrais réagir là, sur ce que vient de dire Pierre. Bon, c'est des sujets qui nous occupent beaucoup tous, le télésuivi de la maladie chronique. Je voudrais juste souligner qu'en fait, la construction de projets de cette nature-là est fondamentalement différente du développement d'une application qu'on pourrait poster sur l'iOS ou sur l'Apple Store, où vous voulez. Quand on construit une solution de télésuivi, et Claire l'a fait pour Sanofi, Pierre l'a fait dans de nombreuses pathologies, c'est un travail qu'on fait avec des associations de patients, avec des sociétés savantes, avec la première ligne de soins, et qui va demander des interactions nombreuses. Quand vous longues. dites on, c'est qui? C'est Orange? Orange, par exemple, mais on n'est pas les seuls Je à rappelle faire que des vous êtes solutions directeur de télémédecine. marketing de Orange Healthcare. Donc Orange l'a fait, mais on n'est pas les seuls à le faire. Et tous ceux qui ont réussi sur ce sujet, ce sont ceux qui ont réussi à mettre autour de la table toutes les parties prenantes et qui ont réussi à construire beaucoup plus qu'une application, mais une organisation des soins. Et donc la démarche de DMD, elle est fondamentale, elle est essentielle. Il faut qu'on arrive à classer les applications, il faut qu'on permette aux gens de s'y retrouver. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce que ce n'est pas avec une application qu'on réorganise les soins. Et c'est ça le problème, c'est de réorganiser les soins. On parlera après de comment fédérer toutes les directions, parce que ça part dans toutes directions et il y a plusieurs besoins. Un complément. Je dirais que moi, j'ai une vision complémentaire qui est de dire que finalement, il y a de multiples usages possibles en santé. Et que finalement, c'est extrêmement instructif que de voir émerger de nouvelles applications. Je rappelle que vous êtes Sanofi Santé, Oui. spécialisé diabète, Sanofi Oui. Diabète. Oui, Et ce qui se passe sur le diabète peut intéresser les autres, ou ce qui se passe chez les autres peut intéresser votre secteur. absolument. Mais je pense aussi que dans une situation donnée, regardez ce qui émerge. Alors, ça peut être sur les patients qui sont en surpoids. Ce n'est pas forcément sur une question d'obésité. Il peut y avoir plein de champs différents. Mais dans un champ donné, regardez les applications qui se développent de manière un peu naturelle, si je puis dire. C'est extrêmement instructif sur les besoins existants. Alors après, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin sur le fait que pour concevoir l'application qui est optimale en termes de qualité et d'ergonomie, c'est encore une autre affaire. Mais l'émergence est intéressante. Je voudrais donner un instant, puisqu'on parle des professionnels de santé, professeur Tachidi, vous êtes particulièrement silencieux. Comment faire pour que ça marche mieux dans votre profession? Est-ce que ça correspond à un besoin? Je vais volontairement jouer peut-être le rôle ce soir du côté académique et recherche, parce que vous avez commencé le débat sur l'évaluation et donc les critères. On a parlé de formalisation finalement de l'évaluation comme on a pour un médicament.
Je crois que ceci va peut-être un peu trop complexifier. Sur la partie purement enseignement, formation des jeunes médecins, formation des professionnels tels qu'on l'a dans les facultés, je crois qu'il est important de les mettre en situation déjà avec les outils existants. Alors c'est sûr qu'entre santé et soins, il y a beaucoup de choses à faire. Le coaching quelqu'un en surpoids, encore faut-il qu'il comprenne qu'il est en surpoids, et d'une, et de deux, il n'est pas dans le système de soins. Bon. Vous semblez dire que c'est une question de génération, c'est-à-dire que vous Ça travaillez peut au être- CHU, oui. et c'est le U qui est important, universitaire de Nice. On est des vieux, et de la digital native, eux, ils mangeront beaucoup mieux. Oui. Je crois qu'il faut les Mais accompagner. n'ayez pas peur. Non, je ne dis pas ça. Je crois qu'il faut les accompagner. Et il est vrai que, étant impliqué dans la formation médicale continue en informatique depuis maintenant 20 ans, j'ai vu à chaque fois la génération. Donc j'étais jeune formateur Oui. devant des aînés, et puis maintenant je deviens un aîné et j'ai des jeunes qui veulent être formés. Et qui vous dépasse. Bien sûr, ils nous dépassent depuis très longtemps. L'initiation au terme ne serait-ce que qui est contenue dans le sens de télémédecine, la médecine à distance, avec tout ce que cela suppose, qui a été organisé sur les 20 dernières années, qui a, comme disait M. Lucas, donc, trouvé ses voies en matière légale. Il faut les habituer un petit peu à ce vocabulaire et mettre les outils qu'ils ont. Ils ont tous un smartphone, ils prennent tous mes cours en photo, ils les envoient sur Twitter, et je pense qu'il faut qu'on accompagne le mouvement. Si on ne l'accompagne pas, on aura les dérives. Donc, je crois que le discours, il est certainement au milieu des deux berges. Très bref, je vous en prie. Je souscris totalement, et c'est effectivement le rôle d'un ordre professionnel d'accompagner cette démarche. Et j'étais récemment au congrès de l'ISNAR-IMG à Brest, donc, qui réunit les internes de médecine générale, Voilà. et le thème, c'était Retour vers la médecine du futur. Bon, évidemment, c'est moi qui parlais, c'était une assemblée de jeunes. Alors, je leur ai quand même dit qu'un vieux, c'était un jeune qui avait commencé plus tôt, histoire de dérider l'ambiance. Mais Et donc, je pense que c'est très vrai. Il faut que l'université et que les ordres professionnels et les sociétés savantes accompagnent cette démarche. Donc, juste un point. Je veux encore souligner qu'il y a des applications qui collectent des données personnelles et qui, bien évidemment, peuvent les exploiter. Oui. Et peuvent les exploiter, pas nécessairement pour le bien de l'humanité. Donc il faut également souligner cet aspect qu'il s'agit de la collecte et du traitement de données personnelles de santé. Il est très important pour le développement même du marché que cet aspect et sa sécurisation soient pris en compte. Sinon, un jour, il y aura un Wikileaks sur le sujet, et à ce moment-là, le domaine va se planter sur le plan industriel, j'entends. Avançons justement, la transition est parfaite pour vous donner la parole, Pierre Simon. Une fois que la télésanté devient de la télémédecine, là vous dites, attention, halte là. Très très bien, ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Non, mais beaucoup de gens dans la salle ont compris. Mais si vous voulez, je pense qu'effectivement, comme l'a dit Jacques, il faut bien distinguer ce qu'est la télémédecine et la télésanté. Alors pourquoi? Ce n'est pas du pinaillage de mots. C'est-à-dire que la télémédecine engage des responsabilités. Mais c'est un acte. Et aujourd'hui, la seule appellation qui a un cadre juridique, c'est la télémédecine. La e-santé n'est dans aucun texte juridique, la télésanté n'est dans aucun texte juridique. Donc je pense que si on parle, disons, de cette évolution tout à fait intéressante et je crois porteuse d'espoir de l'avenir, il faut utiliser aujourd'hui pour les jeunes des termes qui correspondent à leurs responsabilités. Parce que quand on parle de télémédecine ou de télésanté ou de e-santé à des jeunes, ils disent « mais où est ma responsabilité ?» Il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous et je pense qu'aujourd'hui, la télémédecine telle qu'elle a été définie et telle que, je dirais, tout le monde l'a compris, on a essayé de faire quelque chose de simple, eh bien, permet d'utiliser des outils de santé mobile. Ce n'est pas contradictoire avec la santé mobile. Au contraire, et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans ces outils pour l'avenir. Point de vue, quelqu'un d'autre. Ivani, on ne vous a pas entendu jusqu'ici. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la directrice de Renalou, qui est un réseau de patients. Une communauté de patients. Une communauté de patients. Ça a commencé par un blog et ça devient un vrai réseau. Exactement. Quand vous entendez le président de l'Antel dire « Attention, télémédecine et e-santé, ça n'a rien à voir », est-ce que vous sentez qu'il y a un danger derrière ?
Il y a une possibilité? En effet, il y a une question de responsabilité des médecins, mais je pense qu'elle se retrouvera aussi dans certains domaines de la e-santé qui ne sont pas forcément de la télémédecine. Je pense à des applications qui pourraient servir à renforcer le dialogue entre les patients et leurs équipes, par exemple en collectant des données, en proposant des remontées d'alerte en cas de difficultés ou d'anomalies dans les données qui seront remontées. Je crois qu'il y a une vraie question de responsabilité. Combien de des équipes personnes sur votre médicales. blog, sur votre site? Sur mon site, il y a 300 000 visiteurs uniques par an, mais il y en a 20 000 qui viennent au moins une fois par Qui mois. vous donnent leur adresse? Qui donnent leur adresse, il y en a un peu moins, il y en a 6-7 000. 6-7 000, ça Voilà. vaut du fric, ça? Probablement. Probablement. Personne vous a demandé encore Non, parce que Personne vous a piraté encore? personne nous a piraté pour le moment. Et J'espère que ça récupérer va le fichier durer. Et puis, C'est ça l'un des dangers, Pierre-Simon, ou pas? Oui. Entre autres, oui, parce que je pense que, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, il y a des données personnelles en santé et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention. On a retrouvé des dossiers médicaux sur Facebook, hein, tout le monde le sait, donc, et en plus à l'insu de la patiente. Donc il faut savoir qu'il y a des risques hein, aujourd'hui et il faut faire très attention. Et ça fait partie des garanties que les patients demanderont pour adhérer à ces nouvelles solutions. Alors, la parole est ainsi à monsieur travaillant pour l'État. Vous travailliez pour l'État, non? Oui, pour le ministère de la Recherche et le ministère de l'Industrie. Et donc, effectivement, Proxima Mobile était le portail commun des services publics, mais aussi des services d'associations ou d'entreprises d'intérêt général sur le mobile. Juste une question, ce qui va être méchante avec vous. Allez-y. Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, ceux qui connaissent l'existence de Proxima Mobile, de lever la main? Ah bah, y en a ah bah voyez, quand même. Ah, quand même. Eh ben voilà. Monsieur Bonaldi ne connaissait pas. C'était donc... Je ne suis ni patient, ni professionnel de santé. Ah ben, sachant que la santé est le domaine particulier de Proxima qui est fait conjointement avec le ministère de Mais la c'était Santé. un machin quand même. Voilà, mais la particularité, c'était une initiative pour financer, à un moment donné, sur le plan de relance, un bouquet d'applications de services d'intérêt général, tout secteur confondu, pas que médecine. Vous avez financé quoi? Très rapidement. Parmi les applications qui ont connu un succès météoritique, il y a eu Blablacar, première plateforme européenne de covoiturage sur mobile, le Louvre sur mobile, le portail Le Louvre qui fait quasiment autant que le MoMA. Alors oui, que... oui, qui est un des grands succès des applications culturelles, mais aussi effectivement l'application Légimobile, qui est l'adaptation du portail Légifrance du droit français sur mobile, et ainsi que beaucoup d'autres. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. Bon, c'est intéressant parce que vous avez une expérience dans la I, je sais pas quoi. Ou M plutôt quelque chose. M, je sais pas quoi. Et dans d'autres secteurs, est-ce qu'il y a des dangers pour la M santé ou la I santé? Je dirais que là, je vais reprendre je dirais ma casquette ancienne, qui était par rapport au développement industriel. Le domaine de la santé mobile est de très loin l'un des deux domaines, avec, je dirais, l'énergie et l'environnement, qui pourrait donner lieu au plus grand développement industriel dans le monde autour des objets connectés, plus encore que des applications. Vous parlez comme Mambo. Hein. Ah, je suis désolé de vous rappeler quelqu'un d'autre, mais en l'occurrence, c'est un vrai sujet sur lequel tous les acteurs américains sont en train de se précipiter. C'est le sujet, la santé mobile, qui a impliqué le plus grand volume de financement cette année aux États-Unis, avec un multiplicateur de facteur 3 entre 2012 et 2013. Et donc 2014 qui s'annonce encore plus grand. Donc là-dessus, je crois que si nous, Européens, nous restons en arrière de la main par rapport à ça, nous subirons des technologies, Google, Apple et autres, qui sont tous en train d'aller sur des objets de prévention, puisqu'en fait, le mot n'a pas été véritablement prononcé jusqu'alors. Or, l'un des aspects les plus fondamentaux de la santé mobile, c'est qu'elle permet une prise en compte de la prévention qui pourrait être un générateur d'économie pour le système de santé, puisque le ministère de la Santé, très légitimement, s'inquiète de ce que pourraient coûter ces technologies de santé mobile, mais le ratio de bénéfices par rapport à la prévention pourrait être considérable. Sur les maladies cardiovasculaires, il a été un peu question du surpoids. Parmi les initiatives de santé aux États-Unis qui ont eu le plus de succès, c'est tous les systèmes de coaching par SMS, même pas par application, autour de la maîtrise du poids ou du suivi de la grossesse ou de choses de ce genre. C'est là-dessus qu'il nous faut être actifs dans les temps à venir et ne pas subir, comme on l'a fait sur beaucoup d'autres domaines, dont les réseaux sociaux et les services sur Internet au sens large, pour qu'il y ait une école française dans ce domaine. Et je crois que les acteurs de la santé que vous êtes pour beaucoup d'entre vous auront un rôle crucial à jouer dans l'adoption de ces technologies, comme chez nos voisins britanniques, très proches. Andrew Lansley, le ministre de la Santé, a obligé les médecins à pouvoir prescrire des applications mobiles à leurs patients. Benjamin Sarda, et après j'aurais promis. Juste un commentaire très rapide pour soutenir ce qui vient d'être dit.
Les plus gros consommateurs d'ailleurs de santé connectée, ce sont des assureurs privés aux États-Unis, qui eux voient tout de suite leur intérêt puisqu'ils comprennent l'enjeu de la prévention. Le point de vue de l'Antel? Oui, nous sommes tous des passionnés de la santé mobile. Oui. Nous sommes tous des passionnés. Mais- Ceci dit, quand on fait une approche scientifique de ces outils, de leur application dans le domaine de la santé, comme vient de le faire le NHS, dans une très très belle revue faite par Joseph Carr, que nous avons invité au dernier congrès de l'Antel, ils ont revu plus de 20 000 papiers à travers le monde. La première conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas démontré d'impact sur la santé. Ni positif ni négatif. Hein. Ni positif ni négatif. On n'a mais pas démontré l'impact n'est pas démontré. Donc il y a Alors, tout c'est le un gadget travail. Non, il y a tout le travail à faire. C'est tout. Tout le travail d'évaluation. C'est pour ça qu'il faut être prudent dans le langage, de mon point de vue. Aujourd'hui, on est tous des passionnés, je le redis, moi j'en suis un passionné de la santé mobile, mais il faut qu'on travaille pour démontrer qu'il y a un réel impact sur la santé. Alors, Madame Fabrique Diabéo, je pense qu'elle a... Moi, ce que je voudrais rajouter à ça, c'est en fait que le sujet, c'est la santé au domicile. Et que jusqu'à maintenant, et c'est d'ailleurs ce que disait Joseph Carr, on faisait la santé au cabinet du médecin, ce qui est fondamentalement différent. Donc, ce qui veut dire qu'il faut inventer la manière dont on peut faire progresser la santé en utilisant le domicile comme un lieu sur lequel on peut amener le patient à agir différemment. Avec une façon différente. Et ça ouvre le sujet du soin, mais Oui. ça ouvre aussi la question de l'éducation du patient, du coaching, on vient d'en parler. Donc il y a de nombreux domaines, sans parler du confort du patient, tout simplement, pour un certain nombre de choses. Donc c'est un champ entier dans lequel, effectivement, on avance et progressivement, on découvre de nouvelles manières de faire. Et je crois que ce n'est pas étonnant si, d'emblée, on n'a pas réussi à plaquer le système antérieur. Nouvelle manière de faire. Docteur Lucas, pour Oui, l'ordre. oui, pour l'ordre, enfin une réflexion qui est de nature éthique. J'attire l'attention ici sur le fait qu'il n'existe pas de régulation en matière d'équité dans l'accès aux soins aux États-Unis. Et que par conséquent, il n'est pas étonnant que le business, puisque c'est le modèle de développement social, trouve ses applications au niveau de l'accès aux soins. De même, alors aux antipodes, si je puis dire, dans l'Afrique noire, et c'est un véritable sujet, il est certain que des applications de cette nature peuvent rendre des besoins élémentaires, à la condition évidemment qu'il y ait du réseau. Mais que pour qu'il y ait un développement économique de ces pays, il faut évidemment qu'ils aient du haut débit. Et que là, il y a un sujet. En France, dans les pays européens en général, mais en France, nous vivons sous le régime de la protection sociale qui fait partie du socle républicain, et quand quelqu'un va y toucher, ça risque de faire du bruit. Alors je souscris totalement à l'idée qu'au niveau de la prévention dans le système, pour que les maladies ne se développent pas, pour que les patients handicapés ou personnes âgées restent le plus longtemps possible autonomes, c'est effectivement d'un intérêt puissant. Mais ce seront, et je redis le sujet car il me paraît extrêmement important, de la collecte de données personnelles, puisque si on a une application qui est destinée à la prévention, c'est que, évidemment, cette personne-là est suspecte de développer une maladie. Pas de lien, d'après vous, à faire entre les déserts médicaux? Prenons la Picardie avec les radiologues. Je pense que c'est une très mauvaise idée. En tout cas, je déconseillerais le pouvoir politique de tenir ce discours, que les technologies de l'information et de la communication ont pour objectif de résoudre la problématique des déserts médicaux. Et je place à ce moment-là toujours mon propos. Le 18e, le 19e et le 20e arrondissement de Paris sont des déserts médicaux. Il ne faut pas penser à la Creuse, à la Corrèze, à la Lozère. Il faut penser le ratio médecin traitant, enfin médecin de prise en charge et population. Ça n'est pas un moyen de résoudre les déserts médicaux. Ça peut en revanche apporter une expertise, le terme, on va le mettre entre guillemets pour ne froisser personne, apporter une expertise médicale là où elle n'existe pas et que le patient soit acteur de sa santé. Pierre Simon, tenez, bougez pas. Je pense qu'il faut être clair. Je pense que la santé mobile a deux vertus. La première, c'est qu'elle peut peut-être être un jour un produit actif dans les outils en complément des traitements pharmacologiques. Et la deuxième, alors qui est un champ
tout à fait intéressant à explorer, notamment dans le cadre des maladies chroniques qui se développent à domicile, enfin que l'on suit à domicile. C'est un outil de coordination des soins. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. On voit par exemple dans des applications de santé mobile sur le suivi des plaies chroniques, c'est un outil formidable en matière de coordination des soins. C'est-à-dire que l'infirmière peut, avec une tablette au domicile, correspondre avec le spécialiste et peut lui montrer où en est la plaie, la photographier sous tous les angles. Et donc, on voit très bien que c'est un service qui est rendu aux patients. Alors, comment fédérer les acteurs? Vous vouliez intervenir? Je vous en prie, vous avez un micro à votre gauche. Je voulais juste dire que jusqu'à maintenant, on a eu une vision très santé publique, très médicale de la santé mobile et de la M-santé. Et il me semble que ça va au-delà de ça. Alors c'est extrêmement important dans le domaine de la prévention, de la prise en charge des maladies chroniques. On voit bien qu'il y a des possibilités immenses qui sont en train de Faites gaffe de ne s'ouvrir. pas aller trop loin, sinon il va réagir. D'amélioration, je veux dire, d'amélioration des choses, pas faire à la place, mais faire en plus pour les patients. Mais je pense qu'au-delà de ça, la M-santé, ça ouvre des perspectives considérables à l'heure où les patients souhaitent prendre une place beaucoup plus importante dans la prise en charge de leur traitement, dans la prise en charge de leurs soins, souhaitent devenir des interlocuteurs de leurs médecins. Donc toutes les applications qui vont permettre de renforcer la communication avec les médecins, de renforcer l'empowerment des patients, de leur permettre d'accéder à des connaissances auxquelles ils n'ont pas forcément accès aujourd'hui. Et au-delà de ça, je pense aussi à l'accès aux données, mais pas à leurs propres données, à des données beaucoup plus globales, des données de qualité des soins. Mais vous avez utilisé mon anglais empowerment, qui est typique et caractéristique. Vous voulez prendre le pouvoir au détriment des médecins? Non, on veut rétablir l'équilibre du pouvoir. Donc, attendez, est-ce que je fais une fausse guerre ou pas? Parce qu'elle a été. Non, mais on on connaît bien le discours d'Ivani. Je pense que je suis néphrologue et elle connaît bien le milieu de la néphrologie. Et nous avons eu sur ce sujet-là récemment, dans les États généraux du Rhin, disons un débat sur les positionnements des médecins vis-à-vis des patients. Non, mais je partage tout à fait son analyse. Hein. Je pense qu'il faut rétablir un équilibre entre le patient et les médecins, Oui. et notamment dans la télémédecine, c'est très important parce que les patients ont quand même un petit peu peur, me rappelant un petit peu je dirais les contacts que j'avais avec le CIS au moment où on écrivait les Pierre Simon, ne rapports. m'envoyez pas, mais vous. Je suis bavard. Vous venez de dire il faut rétablir un équilibre. Oui. Parce que donc ça n'est pas équilibré. Ça ne l'a pas été. Et je pense qu'il faut toujours aller vers un équilibre aujourd'hui entre le. C'est la loi Kouchner du 4 mars 2002. Hein, 4 mars 2002, oui. Oui, non, Pierre, simplement, je pense qu'il y a peut-être un élément, on a parlé tout à l'heure de système de santé, de système de soins, et on parle de la santé mobile. La question, c'est qui est mobile? Oui. On va y revenir. D'accord. On va y revenir. Je voudrais qu'on revienne à ce qui était dit tout à l'heure, c'était comment fédérer les acteurs. Parce qu'effectivement, là, on est très nombreux dans la salle, il y a peut-être 300 directions différentes. Comment fédérer les acteurs? Claire Viguier-Petit, prenez le micro, je vous en prie. Je rappelle que vous travaillez chez Sanofi Diabète. Combien de diabètes en France? Combien de diabétiques? Plus de 3 millions. 3 millions, et combien sous insuline? 700 000, près d'un 700 million. 000, oui. Alors, je crois que sur la fédération des acteurs, il faut d'abord, et la discussion l'illustre bien, se mettre d'accord sur quels sont les besoins à satisfaire. Et ce qu'on observe, c'est que les médecins qui sont en proximité des patients ont leur petite idée là-dessus, et il faut bien le reconnaître, ils sont très actifs. Ben oui. Donc, je crois que ça, c'est un point qui est tout à leur honneur. Et on voit beaucoup, je dirais, d'initiatives qui naissent dans différents domaines à l'initiative des médecins. Maintenant, c'est important aussi que le patient exprime son point de vue sur le besoin, mais aussi sur l'utilisation qui va en être faite, parce que c'est lui tous les jours qui va l'utiliser. Donc pour moi, la première fédération qui doit exister au niveau des acteurs, c'est de vraiment mettre en phase l'expression du besoin vu par le patient et vu par le médecin. Et le lien, alors, je vais vous donner un petit exemple tout concret, c'est-à-dire que souvent le médecin, il imagine en fait une idée générale, et après, il va la mettre en œuvre d'un point de vue pratique. La seule chose, c'est que d'un point de vue pratique, à la maison, Oui. c'est pas forcément comme ça exactement que les choses se passent. Donc, il y a besoin, à ce moment-là, de réenvisager pour savoir comment cette démarche peut s'inscrire dans le quotidien du patient. Et le go-between, c'est vous? C'est le labo Sanofi? Alors, le go-between, c'est la personne qui est intégrateur à un moment donné, parce qu'en fait, ce domaine-là, il nécessite
de nombreuses compétences. Et déjà, mettre l'offre bien en phase à partir du besoin, c'est déjà un premier travail. Mais après, il y a encore, je dirais, tout un continent qui va s'ouvrir parce qu'il va falloir, bien sûr, faire l'édition du logiciel, mais qui est un métier. Il va falloir aussi diffuser en fait cette application, l'évaluer, voilà. Donc c'est tout un travail. Le diabète est un très bel exemple parce qu'on avait dit 3 millions et 700 000 sous insuline, et parce que vous, Labo, vous n'êtes pas les seuls. Hein, il y a des très jolis produits qui vont du médicament au lecteur jusqu'à la solution. Quels sont les écueils pour d'autres pathologies, pour d'autres trucs à faire demain matin? Dans quel piège n'êtes-vous pas tombé? Il faut surveiller la chèvre et le chou, le patient et l'informaticien et le médecin, le business et le... Je pense que l'histoire qu'on a vécue montre que d'emblée, il faut penser aux deux. Et que finalement, si vous voulez, notre expérience a été de créer un outil pour le patient qui est devenu très vite un outil pour le médecin et sur lequel, en fait, on a sans doute mis trop de temps à fédérer justement les points de vue sur à quoi ça sert et à quel moment le patient a besoin du médecin, à quel moment il n'en a pas besoin aussi. Je crois que c'est un élément important à poser sur la table. Docteur Jacques Lucas, vous vouliez intervenir, Pierre Simon. Docteur Jacques Oui, Lucas. je voulais intervenir parce que d'abord, il ne faut pas postuler qu'il y a le médecin comme un archétype qui serait clonable pour les 200 000 médecins qui sont actuellement inscrits au tableau, et puis qu'il n'y a pas non plus le malade. D'abord, je vais rappeler que les diabétiques, c'était déjà un terreau fertile, si je puis m'exprimer ainsi, parce que l'éducation à la prise en charge, les auto-administrations d'insuline, ça ne date pas d'hier, et que les dispositifs intelligents calculent la dose, mais ne disent pas comment on fait une injection. Donc, voilà. Le deuxième élément, c'est que je veux revenir à ce rééquilibrage, comme on dit maintenant, de la relation médecin-patient. Il faut se replacer dans l'époque. Nous avons connu l'époque où dans les familles, qu'elles soient médicales ou pas médicales, quand un enfant parlait à table, on lui disait que c'était interdit, et il demandait pourquoi, on lui répondait parce que. Et je crois que dans la relation médecin-patient, il est vrai que cela a existé, puisque je me souviens d'un doyen de la faculté de médecine de Paris qui disait « Nous sommes le père pour les patients et qu'il faut considérer comme des enfants ». C'était effectivement ce qu'on appelait le paternalisme bienveillant. Cela a correspondu à une époque et ça correspondait à une bienveillance. Donc je crois qu'il ne faut pas dire que le corps médical veut assurer un pouvoir tutélaire bienveillant et doux sur les patients. Et vous le savez bien, Ivani en particulier, que je ne suis pas né de la dernière averse, je le répète, nous militons et que l'ordre des médecins, qui n'est pas réputé pour un progressisme sauvage, enfin tout au moins jusqu'à présent, est entré dans ce monde numérique, Alors que et que la relation médecin-patient aujourd'hui, j'aime pas trop le terme patient d'ailleurs, je préfère le terme personne qui est dans une situation de demande, enfin de besoin. Elle s'établit comme s'établissent les relations sociales. C'est qu'il n'y a pas une autorité hiérarchique qui est considérée comme telle parce que. Et il ne suffit pas de dire « je suis docteur en médecine, je sais ». Il ne suffit pas de dire « je suis le ministre de la Santé, donc ce sera comme ça ». Ce serait d'ailleurs tellement plus facile. Enfin, ce sont les pouvoirs. Donc il me semble qu'il faut se mettre dans une relation coopérative, c'est la médecine 2.0, que les différentes applications, que les différentes technologies de l'information et de la communication peuvent faciliter. Et je prétends, et j'en arrête là, que les technologies, loin de déshumaniser, et donc la M-Santé, loin de déshumaniser la relation, peut au contraire venir la renforcer. Et que c'est sur ces bases-là qu'il faut travailler, en essayant d'éviter de se jeter la pierre, si je puis dire, les uns les autres, mais comment fédérer les acteurs en se respectant. Pierre Simon. Oui, pour rebondir sur ce que disait Claire tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même des apports tout à fait intéressants, disons, avec les nouveaux outils de la santé mobile. J'en prendrai deux exemples. Quand nous avons fait le débat avec Josip Carr, il a recité une étude que tout le monde connaît, c'est que lorsqu'un patient quitte le cabinet d'un médecin, il n'y a que 25% qui ont compris ce qu'il a dit. Et ça, c'est une donnée
tout à fait, je dirais, admise, en fait. Et donc aujourd'hui, on a peut-être la possibilité de continuer l'information, si on veut faire de la prévention en particulier, de continuer l'information, peut-être à terme par des prescriptions d'applications qui seront faites par le médecin et qui pourront permettre au patient, qui va se familiariser de plus en plus En bas de avec... l'ordonnance, et pour en savoir plus, doctissimo.fr. Ouais, enfin, oui, Genre. ou un autre, je ne Oui. sais pas, mais peu importe. Mais Sanofi.org, pardon. Alors, ça, c'est le premier point, je trouve le point positif et un point d'avenir qui est intéressant, car nous savons tous aujourd'hui que les consultations sont beaucoup trop courtes et que le patient n'a pas le temps de poser des questions. Et que, de ce fait, il sort d'un cabinet en disant « Oui, docteur, j'ai compris », et en fait, il n'a pas compris, le quart n'ont pas compris ce qui a été dit. Le deuxième point, c'est qu'on se trouve aujourd'hui dans des maladies chroniques où on ne comprend pas pourquoi on n'atteint pas la cible. Quand on donne des traitements, on dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est hyper tendu, on lui donne déjà 2 médicaments, il n'est pas contrôlé, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, on découvre aujourd'hui le problème de l'observance des traitements. Et grâce aux outils mobiles, je pense qu'on va pouvoir mettre dans ces outils qui vont devenir, disons, l'usage quotidien de toute personne, de tout citoyen, on va pouvoir mettre des petits logiciels qui vont pouvoir permettre aux patients de dialoguer, de comprendre quelle est sa maladie, Oui. et c'est du coaching. Et donc, je crois qu'on va probablement, et c'est l'espoir que l'on a, voir améliorer l'efficacité des traitements. Attendez, juste un instant, de donner la parole à Ivani Caillé. Le pilulier, c'est pas ça qui fait qu'il y a meilleure observance. Alors c'est un outil et pour certaines personnes c'est sans doute très précieux d'avoir un SMS qui arrive ou un pilulier qui bip et qui s'ouvre au moment de la prise de médicaments. Mais l'observance c'est un phénomène extrêmement compliqué, d'autant plus dans les maladies chroniques où la prise du traitement elle est à vie ou presque. Et ce serait un peu illusoire de penser que ça va être la solution à tous les problèmes d'observance. Je crois que peut-être que l'idée à avoir c'est que la non-observance dans la maladie chronique au long cours c'est la normalité et que l'observance... Mais vous êtes d'accord avec Lantel sur le fait que c'est un complément d'information? C'est un complément, Parce qu'il y a une vraie demande. Comme l'a été le web, l'émergence du web santé il y a 10 ans pour les patients. Je veux dire, on arrive sur des terminaux mobiles, mais le phénomène est exactement le même dans l'accès à l'information et au savoir pour les patients. Professeur Tacchini, vous qui êtes connu, réputé pour un modernisme sauvage. On m'avait prévenu que Jérôme était... Non, il y a 2 types d'informations là dont on parle. On parle de l'accès à une information factuelle, validée, et on parle de génération d'alertes. C'est complètement différent. Le pilulier, je voudrais bien le vivre dans ma famille. On a tous des patients chroniques qui loupent leur traitement. Maladie de Parkinson, on a loupé 2 heures, on n'équilibre pas. Et l'aidant a le même âge que le patient. Et ah oui, j'ai oublié, c'était à 14h qu'il fallait que je donne la pilule. Donc oui, je crois qu'il y a, dans tout aspect, il y a des choses qu'il faut mettre en place, voir comment les choses, entre guillemets, sont utilisées, sont perçues. La fédération en fait, des acteurs, il faut bien qu'on les identifie, tous ces acteurs. Il y a les fournisseurs d'information, il y a les fournisseurs de traitement de l'information. Le patient va devenir son fournisseur d'information. Le pilulier, quelque part, c'est l'ordonnance qui va parler. Oui. D'accord ? Donc c'est bien le contexte qui va générer cette information. Et puis il y a le professionnel de santé, qui n'est pas seulement médical, qui est aussi infirmier. Et je vais aller très loin dans une sauvagerie, comme vous dites, l'aide à domicile. L'aide à domicile concourt à la M-Santé, pas au M-Soin, mais à la M-Santé. C'est là qu'on va se rendre compte du manque d'humour d'un patient qui commence à avoir des soucis. Donc, je crois que c'est vraiment extrêmement large. C'est ce qui fait qu'en matière de technologie informatique et de systèmes d'information, ça devient très compliqué. On est sur des systèmes ouverts. Pardonnez-moi, et je fais des cours en visioconférence tous les jours. Voilà. Non, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une information factuelle. Vous êtes très optimiste, hein? Il faut. Oui. Un enseignant ne peut pas être pessimiste. À ce moment-là, on arrête. Oui. Un petit DMP par-dessus et le monde est parfait. DMP, je voudrais bien. Je crois qu'il Vous faut voudriez juste... C'est Vous peut-être pas voudriez le bon exemple. Un point important. Et après, En plus, dans la démarche de soins qui a été évoquée à plusieurs reprises, il y a un élément qui est en train de changer radicalement grâce et avec des technologies mobiles. C'est tout ce qui sera analyse médicale, biomédicale, qui pourra être fait quasiment au domicile, puisque là on parlait du suivi et de l'observance, mais il y a aussi les démarches qui auparavant nécessitaient des déplacements, qui dans des structures hospitalières, qui dans des laboratoires, et qui pourraient être faits
On le voit en Afrique, il a été question des technologies en Afrique. Sur la malaria, par exemple, on détecte avec des choses qui ne valent quasiment rien sur le mobile. Je vois que monsieur en a entendu parler, bien sûr. Ouais. Et par définition, on a des laboratoires on-chip, comme on dit, c'est-à-dire qui sont de toute petite taille, sur la puce, et qui sont capables d'analyser beaucoup de pathologies. Et je crois que parmi les éléments du suivi médical et des objets médicaux qui accompagneront les gens, on le voit aux États-Unis avec le développement de Scanadu, par exemple, et d'objets, non pas d'autodiagnostic, mais de pré-diagnostic médical qui vont devenir communs au même titre que l'a été le thermomètre au siècle précédent. Et je pense que c'est aussi ça qui va se produire. Oui, je voulais Ivani. juste, pour terminer sur l'observant, je voudrais juste qu'on évite toute vision caricaturale. Récemment, il y a une mesure de l'assurance maladie qui a été prise, qui pénalise les patients qui ne respectent pas leur traitement contre l'apnée du sommeil, c'est-à-dire qui, plusieurs nuits de suite, n'installent pas le dispositif, etc. Je pense que c'est... quand on interroge le grand public sur le sujet, ça semble normal qu'on ne rembourse pas les patients qui ne respectent pas leur traitement, mais quand on se penche un peu sur ce qu'est l'observance dans une maladie chronique et la réalité de la vie avec cette maladie, je trouve que c'est vraiment une mesure très injuste et il faudrait prendre garde à ce que la M-Santé, qui peut ouvrir la porte à ce genre de dispositif, avec des pilules portant des capteurs pour vérifier qu'on a bien pris les traitements, avec des piluliers de surveillance, etc., ne deviennent pas du flicage des patients, parce que l'observance, il faut l'accompagner, ça c'est vraiment quelque chose de manifeste, il ne faut surtout pas en faire un objet de sanction. Mais Très rapidement. Non, Ah je non, crois d'abord, que Orange. la question sur les données personnelles et la manière effectivement dont elles seront utilisées et par les professionnels de santé, et par le système de santé, et par les industriels de la santé, puisque c'est dans cette équation-là que cela se joue aussi, définira notre nouveau mode de rapport à la santé publique dans les années à venir. Et il est clair que là-dessus, les citoyens français qui ont été toujours très soucieux de ne pas effectivement disperser leurs données de façon sauvage, sont en train malheureusement de changer grâce ou à cause, suivant l'angle de vue, les réseaux sociaux et les habitudes sur Internet. C'est-à-dire que les gens s'exposent bien davantage. La logique maintenant de la M-Santé ou du M-Fitness, du bien-être, c'est beaucoup plus le réseau social où on expose les données. Et là vient le danger que vous évoquez. Un mot chez Orange, vous vouliez prendre la parole? Oui, non, pour dire que je crois qu'on est violemment d'accord, parce qu'en fait, on est passé sur cette histoire de pilulier électronique. Pierre le dira pas parce qu'il est très aimable, mais Parce vous qu'il avez est emblématique. caricaturé son propos. Il parlait pas du tout d'un pilulier qui allait soigner les gens, et au contraire, dans ce discours, moi, j'entendais qu'il y avait une relation entre le professionnel de santé et le patient qui rappelle en fait ce qu'Ivani sollicite, c'est-à-dire qu'on construit une relation dans laquelle le patient est à voix égale avec le médecin et trouve un équilibre dans... Deux questions pour finir ce mini-débat. Chez vous, Claire, et le professeur Tacchini ensuite. Le gluocompteur, le très beau produit. Petite page de pub pour quand on aura le temps après ce soir, à la fin des... Il n'y a pas seulement boire un coup, il faut aller absolument sur les stands, parler avec les gens et regarder leurs nouveaux produits. Donc, et le stand, entre autres, le vôtre. Gluocompteur, mis au point avec le CHU de Toulouse. Ça s'est bien passé avec eux? Très bien. Je pense que c'est un bel exemple d'émergence d'un besoin qui vraiment aide le patient, parce que à partir d'une assiette qu'on a devant soi, être capable de compter combien de glucides il y a dedans, c'est assez difficile au quotidien, à chaque repas. Et donc là, voilà. Donc c'est une aide concrète et c'est pas, je dirais, du tout de la télémédecine ou quoi que ce soit. Là, c'est juste une facilitation. Professeur Tacchini, chef de service, ils viennent vous voir au CHU de Nice. Bah oui. Bonjour, monsieur le chef de service. Est-ce qu'on pourrait travailler avec vous? On s'appelle Sanofi, on est au CAC 40. Ils viennent pas. Pourquoi? Non. D'abord parce qu'on est une structure, quand on parle d'hôpital, on est une structure finalement qui est très peu perméable aux innovations. Vous parlez de Toulouse. Toulouse, c'est mon ancien DG qui est maintenant à Marseille, Jean-Jacques Romaté. Et effectivement, ça a été un des premiers à lever le débat au niveau national pour essayer de faire en sorte que le patient alité puisse aussi bénéficier d'un environnement numérique. Pas simplement comme l'informatique hospitalière qu'on connaissait depuis très longtemps, avec un dossier médical, avec des choses très informatisées. Quand on parle de mobilité,
on va être dans des situations de pénurie de spécialités dans les hôpitaux, si ce n'est pas des hôpitaux dans les régions. Et on va donc demander, par exemple, à un spécialiste dans les étages de pouvoir accéder à de l'information. Donc la mobilité, elle est aussi à l'hôpital. Mais bon, on aborde beaucoup de choses. Sanofi va voir les diabétologues et va voir comment ils peuvent les aider. Alors, soit dans l'hôpital de jour, enfin, bon, je ne devrais plus parler de ça puisque c'est plus financé sous forme d'hôpital de jour, peu importe. Mais en tout cas, pour aider la compréhension que le patient a de son alimentation, et donc de l'observance, quelque part, qu'on lui donne. OK. Autre thème, comment en parler? On a vu comment en parler aux autorités, comment en parler aux médecins, aux professionnels de santé, aux patients. Avec vous, Ivani, qu'est-ce qu'il faut dire pour que toutes ces apps, elles sont formidables, hein, toutes les applis mobiles de santé, qui sont certaines formidables, on va en glorifier certaines, en primer, les couvrir de trophées pour d'autres. Comment faire que ça marche mieux? Alors déjà, ça a déjà été dit, il faut faire avec et pour eux, avant tout avec eux, quoi. Il faut qu'ils soient au centre de l'émergence du besoin et pas imaginer ce qui peut faire leur bien à leur place. Je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Vous, votre association Rénal-Loup, c'est l'association qui regroupe essentiellement insuffisance rénale chronique. Exactement. Donc, vous dites, moi, je ne suis pas un malade comme les autres. Déjà, il faut qu'on considère que vous êtes unique, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. C'est que quand on veut créer un service pour un patient, quel que soit le type de service, il ne faut pas le faire sans lui. Il faut que la demande, que le besoin émerge clairement de lui-même. Mais est-ce qu'il faut qu'il ait, s'il le veut, le même niveau d'information que les professionnels de santé? Oui, bien sûr, s'il le souhaite. Bien sûr, il faut qu'il ait accès à ça. Mais le web lui donne déjà pratiquement accès à ça aujourd'hui. La M-Santé ne changera rien si ce n'est le versant mobile, la mobilité de l'accès à l'information. Est-ce que certaines applications n'ont pas pris assez en compte le vrai terrain, les vrais besoins? Probablement, mais il y a une sélection naturelle qui va se faire et ces applications-là, comme elles ne répondront pas aux besoins, elles ne seront pas utilisées. Je crois qu'il faut vraiment laisser les choses se faire naturellement et je ne suis pas inquiète dans la manière de faire adhérer, de communiquer en direction des patients. Les choses vont venir, les médecins vont leur en parler, les associations de patients vont se lancer sur ce créneau, faire la promotion des applications. Les choses vont se mettre en place comme ça. Si les choses sont bien faites, si les patients ont suffisamment de garanties, ils adhéreront à ça. Comme ils ont adhéré au web, comme ils ont adhéré aux réseaux sociaux, comme ils ont adhéré aux communautés de patients, je veux dire, comme les choses se font. Il y aura une sélection naturelle des espèces. Exactement. Vous pensez vraiment que... Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une profusion qui est une bonne chose, mais qui est aussi une mauvaise chose, parce que c'est très difficile de s'y retrouver. Heureusement, DMD Santé... Voilà, et donc par rapport à ça, il y a quand même besoin d'un processus d'évaluation avec les patients, bien sûr, mais ce process, il est absolument indispensable. On a récemment calculé qu'il y a aujourd'hui une 50aine d'applications en français pour un patient diabétique. Donc je suis diabétique, j'ai 50 applications. Oui. Si je regarde dans le monde, en fait, je mets des zéros derrière. Comment je fais pour savoir, à partir d'un besoin, où est la bonne application pour y répondre? Professeur Tacchini, pardon. Non, mais je pense que... si elle est prescrite. Alors là, on va dire encore, c'est le pouvoir médical, le patient est intelligent, il peut la trouver. C'est vrai. Mais enfin, si 2 et 2 font 4, on peut faire un séminaire pour arriver à le démontrer. Je ne voudrais pas avoir un discours qui soit réducteur, mais je pense quand même que dans la relation médecin-patient, l'immense majorité des patients font confiance aux médecins qu'ils ont choisis, aux médecins au pluriel, aux médecins qu'ils ont choisis. Donc si le médecin leur prescrit une application, eh bien, je pense qu'ils prendront cette application et ça viendra en support dans la continuité. Est-ce qu'on n'aurait pas eu tendance à surévaluer les résultats possibles, à espérer trop? Vous savez, en médecine, il faut toujours espérer. C'est d'ailleurs non, mais je parle des applis, hein, des applications mobiles. Non, c'est parce que je crois que le médecin fera une prescription en fonction justement de l'évaluation que l'on a évoquée au tout début de cette table ronde. Et je pense que par la même occasion, je dirais, parce que ça rejoint quand même les applications mobiles, que nous pensons que le médecin doit également être prescripteur d'informations. Pierre a dit que c'est parce que le patient, la consultation est courte et que le médecin n'a pas le temps. Moi, je donne une autre analyse. Je pense que quand on annonce au patient un diagnostic, il est dans un état de sidération psychologique. Vous dites à quelqu'un, vous avez du diabète, vous avez une insuffisance rénale, vous avez... mais même des choses plus bénignes. Spontanément, il ne comprend pas. Il comprendra dans les consultations ultérieures. Donc, il va sur Internet, et donc sur son smartphone, pour rechercher de l'information. Et nous, on dit que le médecin devrait également être
prescripteur d'informations, aller voir tel site plutôt que tel autre, ça peut d'ailleurs être un site de patient, et que le médecin doit lui-même produire de l'information sur Internet, plutôt que de s'en référer à des géants de l'information sur Internet, qui ne sont pas nécessairement mauvais d'abord, mais que si les médecins produisaient de l'information sur Internet et sur des applications... Enfin, Donc vous êtes vraiment pour que Absolument, on va publier dans quelques jours une charte de conformité déontologique des sites web professionnels des médecins. Bon, ça servira peut-être à les engager et à la M-Santé. Mais M-Santé, c'est vous qui le disiez, c'est une médiation, mais développer cet argument, ça me semble très intéressant. C'est pas moi qui mène la table ronde. D'abord, Pierre Simon, et juste après, c'est votre devoir, professeur Sacchini. Mais d'abord, Pierre Simon. Non, mais je pense qu'on l'a dit, il y a aujourd'hui beaucoup trop d'applications, et moi je lance un appel aux créateurs, disons, d'applications. Il faut qu'ils se rapprochent des professionnels de santé, il faut qu'on travaille il faut qu'ils travaillent avec les professionnels de santé, car je pense que dans quelques temps, ça fera comme pour les médicaments. Il y aura des médicaments qui auront démontré un effet bénéfique dans l'accompagnement, enfin des applications qui auront démontré un effet bénéfique en matière de prévention. Et ça, je reviens à l'étude de Josip Carr, il y a tout un travail à faire d'évaluation, disons, des applications que l'on va peut-être prescrire demain. Mais en même temps, il y aura forcément des applications qui ne seront plus prescrites. Donc je dis qu'en termes de... Je ne suis pas un industriel, mais en termes d'avenir économique de certaines applications, il faut faire très attention. Et je crois qu'il faut que les professionnels de santé travaillent avec les industriels si demain on doit arriver à prescrire des applications. Une AMMA, autorisation de mise sur le marché de l'appli. L'AMM, pas l'AMMA. L'AMMA, c'est... Alors, vous vouliez intervenir ? Oui, sur la partie médiation, en fait, en aparté, je disais à M. Lucas que finalement, dans M-Santé, M pour mobile peut-être, mais là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la numérisation et quelque part de la matérialisation de la communication entre le patient et un professionnel de santé. Le fait qu'elle passe par un réseau maintenant, alors qu'avant elle était simplement produite par le son de la voix du patient, écoutée et notée quelque part. Donc ça, c'est une transition qui est sur les 20 dernières années. Pour ce que vous regrettez ou pas? Je ne regrette rien, on constate, c'est tout, et il faut l'accompagner, parce que ce qu'on peut constater ensuite sur la partie de l'offre, mais ça va certainement être la même chose que ce qu'on a connu pour, entre guillemets, les logiciels médicaux. Dans les années 90, on était tous en train de former des gens au cahier des charges d'un logiciel médical. Oui. On en a passé du temps à former les gens, à essayer de leur faire comprendre qu'il était important, sur les 4 données essentielles, d'avoir une saisie de qualité, etc. Bon, les choses, on sait maintenant ce qu'elles sont. Sur le marché, il existe un certain nombre de logiciels médicaux, et c'est vrai que la sélection naturelle, entre guillemets, ne serait-ce qu'entre les entreprises elles-mêmes et par rapport à l'usage, les choses se sont apaisées. Après, maintenant, il y a un élément qui est important, c'est que l'alerte qui est proposée par ces logiciels, ne serait-ce que lorsqu'on prescrit avec le logiciel parce que le patient a telle ou telle allergie, parce qu'il a déjà un traitement, ça va venir en contre-indication, cette connaissance-là, elle est évaluée par la HAS. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on a bien l'amorce, même avec les logiciels médicaux, que la connaissance qui va être proposée au médecin pour l'aider et pour aider aussi le patient, eh bien, elle va être validée. Donc, je crois qu'on va y aller pas à pas vers tout ça. Je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, mettre des freins, mettre des sauts d'obstacles. Au contraire, il faut qu'on observe. Moi, je suis non pas permissif, c'est pas le terme, mais en tout cas curieux. Curieux de voir comment un jeune médecin qui sort va savoir, tiens, on le met sur la table. Moi, je suis assez étonné quand même de me rendre compte que l'usage qui est fait par les jeunes médecins de ces technos, ok, je prends la photo d'un ECG et puis je l'envoie à un copain. Ok, donc, très bien. C'est que tu avais l'utilité de faire ça au moment où tu étais en situation d'incertitude. Maintenant, rends-toi compte. Tu t'es pas trompé de numéro? Combien de fois vous avez reçu un appel charmé ou charmeur au téléphone non volontaire? D'accord? Au lieu de ça, vous recevez un ECG avec le nom d'un patient.
C'est tout. Voilà. Tout à l'heure vont être primés deux types d'applications mobiles, celle à destination des patients et du grand public, et celle à destination des professionnels, hein, avec des fermetures et des... Et ce sont peut-être les mêmes. Simplement. Ah, si, peut-être que ce sont peut-être les mêmes. La surveillance d'un diabétique commence par la collecte de l'information chez le diabétique, et puis un traitement chez le médecin, et puis peut-être un auto-traitement chez le patient. Claire Viguier-Petit. Et après, Claire. Alors, ce que ce débat m'inspire, c'est que finalement, il y a quand même une certaine urgence à commencer à classifier les différentes applications selon quelques catégories, je dirais, simples dans un premier temps. Les pathologies, non, pas du tout. Non. Je pense que vous avez évoqué un certain nombre de sujets, comme est-ce qu'il y a un lien avec le soignant. Donc, à ce moment-là, on commence à s'acheminer vers tout doucement de la télémédecine. Est-ce que ça sert aux patients tout seul? Est-ce que ça manie de la donnée de santé et jusqu'où? Et ça, je crois que c'est très important parce que sinon, là, on est en train de tout mettre dans le même paquet et de vouloir finalement aborder les choses dans une globalité. Donc moi, je milite pour qu'en fait, à partir d'exemples concrets, il y ait une réflexion pour structurer en 3 ou 4 catégories et qui permettent véritablement, je dirais, de scinder les choses. On commence à voir se scinder la télémédecine et la e-santé. Il y a quelques années, ce n'était pas aussi évident que ça. Mais je crois que pour avancer, c'est indispensable qu'on redonne, je dirais, un peu plus de précision à ces différents objets. Je vais vous prendre un petit exemple. Rapidement, vous allez voir, c'est très rapide. Je dirais, grande révolution, l'imprimerie. Qu'est-ce qu'on a fait la première fois qu'on a imprimé un livre? La Bible. La Bible. Bon, aujourd'hui, avec l'imprimerie, on fait de la BD et même des tracts CGT comme des livres d'art. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, mettre en place une norme, c'est quand même de réfléchir à quelques grands usages, parce que derrière, ça va driver la manière dont on va l'aborder. Y compris des usages, plusieurs catégories, celle du bas, celle qui commence d'ailleurs à bien marcher et qui offre sur la santé, c'est le bien-être, la santé, le sport, le well-being. Justement, là-dessus, si vous permettez, juste un mot, parce que ça me paraît être une remarque essentielle. On commence comme ça, puis on... Elle rejoint d'ailleurs une remarque que le professeur Lucas faisait tout à l'heure. On a aujourd'hui en France des normes, en particulier des standards pour la gestion des informations à caractère personnel. On a une agence gouvernementale qui s'en occupe, etc. C'est plutôt bien fait d'ailleurs, qui permettent aux industriels de se positionner. Quand le débat a commencé tout à l'heure, j'ai cru qu'on avait fait du passé table rase et qu'on ne se souvenait plus qu'on avait ces cadres réglementaires qui nous permettaient de construire des solutions de prise en charge à distance des malades. En particulier, on sait comment est-ce qu'on doit héberger des données de santé à caractère personnel. On sait qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. On sait qu'il y a des niveaux de qualité qui sont particuliers et que tous les industriels respectent en la matière. À l'instant, vous venez de dire, dans la M-Santé, il y a des choses autour du bien-être et puis il y a des choses autour de la prise en charge des maladies chroniques. En termes de réglementation, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous voulez héberger des données de santé à caractère personnel, parce que vous êtes dans une démarche de prévention, de diagnostic ou de soins, alors vous devez avoir des systèmes de protection de la confidentialité des patients qui sont sans commune mesure avec ce que... Alors, Monsieur Bonaldi, je suis désolé de vous démentir. J'ouvre mon blog quand je veux. Et vous serez fermé par la CNIL aussi sec. Il se trouve qu'on a la CNIL et la ZIP qui surveillent ce qu'on fait. Et les industriels comme Sanofi, comme Orange, ne peuvent pas héberger des données de santé à caractère personnel n'importe comment. Donc je suis vraiment très heureux de vous l'apprendre. Est-ce que la CNIL vous embêtait, vous déjà? Vous l'avez déjà eu au téléphone? Vous avez déclaré. Voilà. C'est la formulaire 524 bis. Prenez le micro. Vous avez pris le formulaire 524, c'est ça? Je crois que c'est ça. Vous l'avez envoyé, puis voilà. Ouais. Donc elle a déclaré son truc. La CNIL le surveille attentivement. Non, mais je crois qu'il y a d'autres. Allons. Il y a d'autres. Allons, enfin. Non, attendez. Je voudrais appuyer Benjamin parce que je pense que la CNIL fait des différences entre les différents cas de figure. Heureusement d'ailleurs, et c'est tout à son honneur. Nous, il nous a fallu 1 an. Et puis, je trouve tout à fait naturel que la CNIL n'embête pas Ivani s'agissant d'une association de patients. Tout à l'heure, on parlait de la façon dont on pourrait monétiser des données qui auraient été collectées par de méchants industriels. Les méchants industriels, c'est normal que la CNIL soit un petit peu plus exigeante avec eux. Parce que précisément, ce sont les suspects numéro 1. Donc, en l'occurrence, nous avons été contrôlés par la CNIL, par la ZIP et par tout le Sacré-Cœur. Et je pense que c'est une bonne chose et que ça continuera à être comme ça dans les années à venir.
Ça n'est pas la même chose pour les associations ou pour les applications qui traitent de bien-être. Parce qu'en fait, quand on est dans le lifestyle et qu'on se dit est-ce que je vais aller courir demain matin, est-ce que j'ai besoin de perdre 2 kilos, Moi, je donne mon on n'est pas adresse. du tout dans le même débat, vous voyez. On n'est pas dans le même débat? Vous êtes sûr, M. Benamou? Alors, Ça, il me là, semble je que vais ça a pas- je vais commencé pas me comme ça. je vais pas me prononcer On s'inscrit sur la le CNIL. coach de Kellogg's Cornflakes, auquel on donne son adresse et qui n'est pas surveillé par la CNIL. Et après, on va un petit peu Disons plus haut. disons que ce que monsieur a évoqué, c'est-à-dire la segmentation entre le domaine de la santé et celui du fitness, well-being, en termes de données personnelles, c'est exactement la même chose, puisque le fait d'exposer et de propulser dans un réseau social, par exemple, des données relatives à vos indicateurs cardiaques ou votre performance sportive, etc., c'est tout aussi personnel et ça peut tout aussi bien vous mener effectivement à des actions contentieuses. Non, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière sur ce qui a été dit en termes de création de ces objets et de ces objets technologiques au sens large, que ce soit des applications ou des objets connectés maintenant. Il faut dire que nous venons de très loin dans le domaine médical, pour l'avoir vu depuis longtemps. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu des dispositifs médicaux, il faut de temps en temps dire des choses qui font mal, qui étaient extraordinairement mal conçus. Extraordinairement mal conçus. Exemple. Même pour les utilisateurs professionnels. Et donc, quelque part, l'ergonomie était la variable d'ajustement qui n'avait aucune importance dans le développement d'un appareil échographique, de toutes sortes d'appareils médicaux. Et c'est cette logique-là qui a prévalu en France dans les premiers temps quand ont été développées les applications. Or, le problème est que en haut de la pile de toutes les agences qui, dans le monde, en Angleterre, aux États-Unis, en Inde et ailleurs, établissent des labellisations dans ces domaines, il y a l'ergonomie. En bon français, user-friendliness. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service du monde, s'il n'est pas conçu pour que monsieur et madame Michu puissent l'utiliser sans mode d'emploi aucun, ça ne décollera jamais. Cela fait que la labellisation dont parlait madame, sur laquelle je la rejoins totalement, sur les critères de labellisation, et il commence à y avoir, je dirais, un cadre de réflexion, un cadre d'action par rapport à ça, se doit d'intégrer ce critère-là très très haut dans la pile. Nous-mêmes l'avons vu sur des applications généralistes, mais sur le domaine de la santé, ô combien intime, on voit que si justement la santé, ou en tout cas le fitness s'est développé bien avant la santé, c'est parce que justement il n'y avait pas de cadre préalable, il n'y avait pas d'acteurs de santé, et que les sociétés type Nike ou autres qui le faisaient en toute liberté avec des développeurs très pointus. Si nous n'avons pas ça, et si nous ne pouvons prescrire à terme, enfin si le système de santé ne peut prescrire à terme que des applications qui auront été extraordinairement bien conçues en back-office, mais très mal en front-office, très mal en termes d'ergonomie, alors là, nous régresserons par rapport à cela. Alors, professeur Deccini, comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser les apports de la santé mobile? Qu'est-ce que vous entendez par valoriser? Mettre en valeur le fait que ça marche, que ça fonctionne, que c'est utile, que Donc, c'est économique pour la CNAM, que c'est bon pour la santé globale des D'accord. Français, que tout le Donc monde y que a c'est accès. efficace, que c'est effectif, que c'est efficient. On a l'étude montrant Et que voilà. on n'a pas prouvé que. Alors, comment peut-on faire? Déjà, je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet formation et il y a le volet recherche, mais peut-être pas forcément une recherche aussi... et encore peut-être qu'il faut se poser la question, la meilleure façon de pouvoir juger de l'efficacité de quelque chose dans notre domaine, ce qu'on appelle nous la médecine factuelle, elle vient des essais thérapeutiques, avec une randomisation, avec ou sans, et avec des critères cliniques, critères économiques, critères coût-bénéfice, critères bénéfice-risque. Ça, c'est quelque chose qui, bien maintenant depuis 20 ans, fait partie de l'arsenal décisionnel de tout professionnel de santé, médecin. On l'apprend. On évalue même les étudiants au concours de l'internat là-dessus. Bon. Alors, c'est très long à mettre en place. Tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi ou si les laboratoires pharmaceutiques venaient taper à la porte de gens qui s'occupent dans les établissements de promouvoir ces technologies, de promouvoir leurs usages. Eh bien, on n'est pas outillé pour ça. On ne sait pas mettre en place ce type d'essai. En tout cas, il faut l'inventer. Il faut que ça soit, là, pour le coup, fédéré un certain nombre d'acteurs. Donc, je crois que c'est quelque chose à construire avec les professionnels. Orange, à Grenoble, a monté beaucoup de choses, enfin, France Télécom, Orange, toute a monté beaucoup de choses, ne serait-ce que, par exemple, l'accompagnement en gérontologie. Il y a tout un pôle d'excellence sur, entre guillemets,
la gérontologie connectée, le suivi à domicile. Vous avez testé beaucoup de choses. Donc je crois qu'il faut continuer là-dedans. Et puis ensuite, il y a la formation. Et la formation, ça peut être quelque chose de très pragmatique, déjà pour informer. Vous parliez tout à l'heure d'asymétrie d'information. En gros, il y a le savoir médical. Et maintenant, le patient en sait 10 fois plus que le médecin. D'accord ? C'est très facile pour lui d'aller interroger, d'aller trouver une banque de données médicamenteuses. D'ailleurs, les pouvoirs publics les ont mises à disposition. Et puis connaître par cœur. Et d'ailleurs, un patient connaît mieux la maladie que son médecin. Donc, former les jeunes, non seulement aux technologies existantes, leur histoire, mais surtout, peut-être aussi, la façon de pouvoir peu à peu les intégrer. Or, malheureusement, on est dans une période de transition. C'est qu'on manque d'usage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur dire l'exemple que je vous ai donné, je n'enverrai pas un ECG avec mon smartphone, quand bien même l'application est pour autant. Il faut essayer de trouver derrière quel va être le service que le professionnel va pouvoir rendre. Est-ce qu'il va pouvoir le rendre seul? Est-ce qu'il va le rendre au travers d'un intermédiaire supplémentaire? Des données de, des données de surveillance diabétique, puisqu'on va prendre cette maladie, eh bien, elles peuvent être innombrables tous les jours. Le flux de données qui arrive aux professionnels doit pouvoir être compris, digéré, analysé. Et comment est-ce qu'on va... Mais vous sous-entendez que le médecin doit être militant, engagé. Il doit être engagé. Je pense que tous les acteurs de ce système-là ne marche pas si les gens regardent et sont très passifs. C'est pas possible. Pardon ? La puissance d'éclair. Je dirais c'est la puissance d'éclair. Oui. Je crois qu'il faut... je reprendrai, je partage totalement cette brillante analyse universitaire, mais je dirais toutefois que quand on dit le médecin, c'est pas tout à fait exact. Parce que je pense que dans les disciplines spécialisées, le médecin continue de savoir, dans le domaine qu'il maîtrise, plus que le patient, quel que soit l'apport d'Internet. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des échanges. C'est surtout le médecin de premier recours et sa place dans le système de santé, dans le cadre d'ailleurs de la stratégie nationale de santé et des coopérations interprofessionnelles autour du patient, que se pose effectivement la difficulté, et où là, il faudra bien intégrer dans cette stratégie nationale la place des technologies, de l'information et de la communication, et donc de la M-Santé, au-delà des projets nationaux, d'un dossier informatisé de coordination des soins, etc. Et là, il y a un véritable sujet. Alors le scoop, c'est que aussi l'Académie de médecine, qui n'est pas plus révolutionnaire que le Conseil national de l'ordre, vient de se doter d'un conseil numérique. C'est absolument extraordinaire. Mais quand on regarde sa composition, et il est chargé de conseiller l'Académie de médecine sur les aspects éthiques, et quand on regarde sa composition, il n'y a quasiment que des industriels. En tout cas, il n'y a pas de professionnels. Enfin, il y a quand même quelques noms. Les académiciens eux-mêmes sont effectivement des professionnels de santé, mais enfin, pour la plupart, ils ont cessé, pas tous, mais leur exercice. Il n'y a rien de l'ambulatoire et il n'y a pas de patient. Donc je trouve que c'est quand même un tout petit peu préoccupant. Pessimiste. Oui, enfin, on peut faire sans cela. Mais c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas eu, par l'Académie, un domaine de concertation un petit peu plus étendu sur précisément l'information des académiciens qui conseillent le gouvernement, dit-on, en matière de santé publique, sur ce que pourrait apporter la M-Santé à cet égard. Docteur Pierre Simon, c'est mal parti? Non, c'est bien parti. C'est bien parti. Mais je voudrais faire une remarque quand même. Ça a été abordé au tout début de la table ronde. Là, nous sommes en train de réfléchir sur les besoins français, voire européens. Oui. Moi, personnellement, je ne tiendrais pas le même discours que je tiens ce soir si j'étais en Afrique. Parce que le besoin, je dirais, de la M-Santé en Afrique est considérable. Et je me rappelle un article du New York Times d'il y a 6 mois où tout le sujet sur la santé mobile était tourné vers l'Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que je collabore aussi un peu avec certains pays africains, l'Antel collabore avec certains pays africains, et donc nous voyons que le besoin en matière de santé mobile n'a rien à voir en Afrique avec le besoin que nous essayons de définir en France. Donc je voulais simplement le dire parce que pour les
à la période où on est dans la mondialisation de l'économie, pour les industriels qui nous écoutent, je crois qu'il faut... on n'est pas en train je veux dire, d'oublier que entre rien du tout en Afrique, en matière d'accès aux soins et la santé mobile, eh bien, on a des résultats tout à fait remarquables, notamment dans le domaine du sida, comme ça a été démontré en Afrique du Sud. Professeur Deschilly, pour conclure, quand on s'était rencontrés, vous aviez fait... En fait, moi, je veux bien parler de santé mobile, et vous aviez une question toute simple, formidable. Qui est mobile? Alors, au fait, qui est mobile? Ben, nous sommes assis, vous l'êtes, et l'information est en train de circuler sur Internet. Donc c'est l'information qui est mobile. D'accord? Alors, j'ai commencé la médecine dans un système de santé ou un système de soins qui permettait la visite à domicile. Et puis, les premières applications qu'on a imaginées, en tout cas lorsqu'on réfléchissait au dossier patient, c'est « OK, mais comment je vais le mettre à jour quand je vais être en visite chez le patient ?» Alors, il se trouve que maintenant, on n'est plus payé pour aller en visite à domicile. Donc, on a éliminé cette partie-là. En tout cas, on l'a beaucoup plus contrainte. Et donc, ce qui est mobile, c'est finalement le fait que l'on puisse, en dehors du cabinet médical, collecter l'information, alors que ce soit le patient lui-même qui la collecte ou que ce soit d'autres dispositifs ou même un professionnel. On parlait tout à l'heure en aparté de l'hospitalisation à domicile. Je veux dire, exporter le malade à l'extérieur de l'hôpital, on sait le faire. Par contre, on ne savait pas envoyer l'information d'alerte à tous les professionnels. D'accord ? Donc ce côté-là, finalement, cette mobilité, à mon sens, c'est l'information. Nous, on reste toujours au cabinet. Le patient reste à domicile, le spécialiste reste à l'hôpital. Par contre, on est en train de faire un ring entre toutes ces personnes-là, avec des boucles. Le patient va pouvoir voir sa propre évolution, va pouvoir lui expliquer comment l'analyser. Le médecin va pouvoir également voir comment lui progresse. C'est important. On a numérisé, on a médiatisé la relation, le M de mobile, le M de médiatisé. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Les Américains, vous avez parlé beaucoup des États-Unis, vous n'avez pas parlé de quelque chose que les Américains ont bien imaginé. Ils parlent de consommation d'informations de santé. Le chapitre dans notre discipline informatique médicale s'appelle Consumer Health Informatics. CHI. On consomme de l'information. Donc, on va consommer du médicament, on va consommer des soins, on va réaliser d'un autre côté, on va prescrire cette consommation. Donc, je crois que là-dessus, il n'y a pas, entre guillemets, à interdire, en fait. Je crois que si on revient effectivement aux propos introductifs, il faut accompagner. Vous parliez tout à l'heure du fait que le médecin doit générer de l'information, avoir quelque chose de pédagogique vis-à-vis du patient, c'est évident. On interroge les étudiants simplement dans des situations où la famille vient, donc il y a le patient, les aidants, ils viennent avec des extraits d'Internet et on demande aux étudiants de s'assurer que l'information qui est donnée par le patient, est-ce qu'il la connaissait? Vous disiez que le médecin doit générer de l'information, mais qu'il doit aussi également digérer les données. Parce qu'il va recevoir plein de données, il faut qu'il apprenne à les gérer. Oui, alors ça c'est un élément sur lequel j'aimerais plus avoir l'avis des gens de la table ronde, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, cet arrivage, ce déchargement de données, eh bien, un patient a sa maladie. Un médecin, il a plusieurs maladies. Donc, imagine l'attention de mes 1000 patients tous les jours. Il va falloir que je fasse l'analyse. Et donc, mes collègues qui sont à Nice en médecine générale, qui sont enseignants en médecine générale, se posent la question de savoir, mais si je ne réponds pas, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, est-ce qu'il faut que je contractualise quelque chose avec mon patient? Parce que finalement, je réponds au téléphone, d'accord. Je peux maîtriser, je peux effectivement dire que je ne suis pas là ou que je suis occupé. Mais ce flux de données, là, vos mails, vous les regardez en flux continu. Ça veut dire qu'en fait, le travail du professionnel va aussi peut-être être modifié. Alors, cet aspect, on a un exemple en télémédecine et cet aspect est bien évidemment impossible. D'abord parce que vous vous souvenez peut-être du docteur Knock, qui réussissait à mettre un village au lit alors qu'ils étaient tous bien portants, sur le principe qu'un bien portant est un malade qui s'ignore. Et que donc, si on barde les personnes d'outils et d'objets intelligents,
on transforme une personne en un support de dispositif mobile. Je crois qu'il faut faire quand même très attention à cet aspect des choses, pour ce qui concerne la personne. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, ça ne peut pas être en flux continu et en temps réel. Parce que, ou alors peut-être dans quelques applications très spécifiques, mais il faudra qu'il y ait une garde M-Santé. Hein. Et puis alors, nous avons quand même un exemple en matière de cardiologie sur la surveillance on est dans la télémédecine là, dans la surveillance des pacemakers et des défibrillateurs, où c'est une surveillance à distance, mais en temps différé. C'est-à-dire que le médecin, en l'occurrence, ne reçoit l'information qu'en temps différé. Et pour ce qui concerne les applications mobiles, alors on ne peut pas généraliser, parce que s'il s'agit d'un diabétique et qui peut rentrer en coma, il faut qu'il y ait un dispositif d'alerte qui soit plus fort, mais on peut imaginer, on parlait tout à l'heure du surpoids, il n'y a pas une extrême urgence à dire il a pris 500 grammes. Donc il faut vraiment, on parle là en termes génériques, mais il faut vraiment analyser, d'ailleurs comme vous le disiez, en classant les différentes applications. Et puis, ce n'est pas le rôle de l'ordre de le dire, mais c'est quand même une institution. Il y a un marché indiscutable de la e-santé des applications. Et comme M. Benhamou l'a dit tout à l'heure, il serait véritablement dommage que le savoir-faire français en matière technologique se fasse doubler par de l'ingéniosité du reste du monde. C'est quand même un aspect qui est très important à prendre sur le plan économique. Le DLP Juste nous manque. un commentaire Oui. sur ce que vous venez de Et dire. après, professeur Simon. Je vous en prie. Docteur. La remarque que vous Docteur. avez faite, je trouve qu'elle est essentielle. Imaginons qu'il y a un professionnel de santé qui va télésuivre 500 patients et que sur les 500 patients, il ait 10% tous les jours d'alerte. Ça veut dire qu'il va avoir 50 patients à consulter. Imaginons qu'il soit très très rapide et qu'il fasse son examen clinique en 10 minutes, ce qui est un peu extraordinaire, mais imaginons qu'il le fasse. Ça veut dire qu'il va passer sa journée, Oui. 500 minutes, à suivre ces 50 patients pour lesquels il y a eu une alerte dont on ne sait pas si elle est légitime ou pas. Et est-ce un acte médical? Ça veut quand même dire que la télémédecine, elle ne pourra pas se pratiquer avec l'organisation actuelle. Il va falloir qu'on travaille différemment. Oui. Oui. Et on évite, Mais je ça ne pense, sera le pas- problème depuis ça le ne sera début, pas mais la c'est quand même le télémédecine. nœud du problème. Non, Docteur Simon. Mais c'est bien d'avoir dit ça parce que, en fait, on ne cesse de dire que la télémédecine, c'est pas l'outil, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'on est obligé de revoir ces organisations. Sinon, on risque d'être submergé par les données d'information. Oui. J'ai des exemples d'applications de télémédecine qui ont démarré il y a quelques années où les professionnels de santé n'avaient pas revu leurs organisations, ils ont été rapidement submergés. Donc c'est pour ça qu'on dit que le premier temps d'un projet de télémédecine, c'est le projet médical. Qu'est-ce qu'on veut suivre? Qu'est-ce qu'on veut recevoir? Comment on veut l'interpréter? Et à partir de là, eh bien, on organise les moyens humains, disons, pour faire en sorte que ça se passe, disons, en conformité avec ce qu'attendent les professionnels de santé. Il faut un consensus sur la télémédecine et son organisation. C'est d'abord un projet médical, vous ne C'est cessez de le d'abord un répéter. projet. Claire Viguier. C'est d'abord un projet médical et c'est aussi un travail pour identifier quelles sont les alertes qui méritent d'être reçues. Parce qu'il n'est pas question de tout recevoir. Est-ce Donc que là, vous en savez plein, il y a vous un travail collaboratif à faire qui permet d'identifier premièrement quels sont les indicateurs et à partir de quel moment pour chaque patient, Oui, en fait, le médecin va vouloir être alerté. Oui, mais Donc, le il blog faut- des hypochondriaques, il y a 5000 personnes, ils envoient 5000 SMS. Pas du tout, parce que le système est assez intelligent pour être capable de trier. Je crois qu'on peut aussi voir la problématique du côté des patients et leur apprendre à mieux gérer leur maladie via la M-Santé, leur apprendre à identifier les alertes et à savoir lesquelles doivent être signalées à l'équipe médicale ou pas. Je pense qu'il y a aussi des progrès Il y a énormes. des alertes pour les patients. Il y a aussi. des alertes pour les patients et c'est important, ça fait partie de ce que peut leur permettre d'acquérir la M-Santé pour optimiser le système. Alors, parlons moins médecine et plus business, bien que je ne veux pas vous enfermer dans cette image-là. Benjamin Sarda pour Orange, comment parler au grand public de ces applis? Je crois qu'on a abordé Comment les rendre efficaces? comment les rendre efficaces. Là, vous Comment- m'emmenez pardon. directement Comme- sur la médecine. Comment les et je ne suis développer? pas sûr d'être le plus Comment compétent là-dessus. développer les clientèles? Alors développer la clientèle, c'est pas on ne se pose pas la question en termes de développer la clientèle. Nous, ce qu'on veut, c'est développer l'usage, c'est-à-dire essayer de faire se rencontrer des professionnels de santé et des patients autour d'une problématique commune et de leur Qu'est-ce que vous apporter un dites, outil. monsieur le directeur du marketing? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Déjà, il faut bien faire la part des choses entre les vraies applications de santé et les applications de bien-être. Ça, c'est à mon avis le point crucial, de façon à ne pas faire de surpromesses.
à pas faire le marketing d'une offre qui pourrait faire vivre les gens éternellement, jeunes et beaux. Mon en appli leur sur vendant un Kellogg's, système. c'était du bien-être alors donc. Hein. Pardon, Mon c'était du appli bien-être. sur Kellogg's. C'était du bien-être C'est et mon coach fitness. la CNIL nous a pas trop embêtés parce que c'était pas quelque chose qui allait être un acte de télémédecine. J'ai donné mon nom, mon adresse, mon poids, mon rythme cardiaque, et il me propose Vous avez été naïf. Vous allez voir. Ensuite, c'est ce que disait Ivani tout à l'heure, en fait, on n'a pas trop de problèmes d'adoption. Les patients savent trouver les applications qui les intéressent et savent les télécharger. Quand on regarde ce qui se passe sur l'Android Store ou sur l'Apple Store, la section applications de santé est celle qui a connu la plus forte croissance, non seulement en termes d'applications, mais aussi en termes de téléchargement. Donc en fait, notre problème, c'est pas trop de faire connaître les outils, c'est de faire connaître les bons outils et d'expliquer ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Si jamais, par exemple, j'ai une balance connectée, que je télécharge mon poids tous les jours sur mon téléphone, et que je vais voir mon médecin et que je lui dis « Tenez, docteur, j'ai tout mon historique là-dessus. Allez-y, soignez-moi. » Bah ouais. Bon, il y a de grandes chances qu'il ne sache pas quoi faire avec ce logiciel. Vous ne sauriez pas faire. Oh. Non, mais écoutez, on voit des patients, enfin, il ne faut pas non plus transformer le paradigme, on voit des patients qui arrivent en disant « Docteur, je vous ai tout amené ». Alors, ils nous amènent tout sur papier actuellement. Maintenant, s'il faut qu'on regarde sur leur petit mobile, non, je crois qu'il faut que ce soit des outils, et ça ne se développera, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que s'il n'y a pas l'hostilité des corps des professionnels de santé, qui est quand même un élément très important, quel que soit le marketing. Donc il faut qu'il y ait une coopération patient, professionnel de santé et industriel. Ça me paraît tout à fait indispensable. Vivement le DMP, quoi. Non, mais le DMP, c'est un autre sujet. Ça fait plusieurs fois que vous prononcez ce sujet-là. Le DMP, c'est pas un objet mobile. C'est pas un objet mobile. C'est un outil. C'est un outil de coordination. Il est peut-être pas si mobile que ça. C'est un outil de coordination des soins, notamment dans les pathologies au long cours. Et j'observe, parce que c'est quand même intéressant pour notre débat, que quand on interroge les Français, est-ce que vous pensez que c'est bien? Ils disent, bah oui, il me le faut. Quand vous interrogez les professionnels de santé, ils disent, oui, ce serait très bien. Et néanmoins, force est de constater que ça n'a pas décollé. Pour quelle raison? En tout cas, c'est notre interprétation à nous, Ordre des médecins, c'est que l'objet de la coordination des soins, qu'est-ce qu'on allait coordonner, n'était pas défini. Alors, si c'est pour qu'un patient bien portant achète une application pour dire, bah oui, mon poids, il est dans les cordes et qui fait ça tous les jours, ça devient effectivement un hypochondriaque, ça ne présente très peu d'intérêt. Donc, il faut bien définir un objet, notamment le domaine de la M-santé, en fonction de ce que l'on en attend de bénéfique pour les professionnels, pour les patients et bien évidemment pour les industriels. Et juste un dernier point très court, le partage des informations personnelles entre les différents professionnels de santé est réglementé en France par la loi. Et la loi est, dans l'état actuel, un peu restrictive. Et il faut donc probablement faire évoluer la disposition, considérant que le secret médical, ce n'est pas le secret du médecin, c'est le secret du patient, et que finalement, à la limite, un patient autonome, il donne ses secrets à qui il veut. Et que ça n'est pas à la puissance publique de déterminer « Ah non, l'infirmière n'a pas accès à ça. » Bon, moi, je veux que l'infirmière ait accès à cette donnée. Je ne vois pas au nom de quoi l'autorité régalienne dirait « Non, c'est pas possible pour les infirmières. » C'est un point très important pour le développement du secteur. Bernard Benamou, et après vous, Claire. Oui, un petit retour en arrière. C'est toujours difficile de revenir sur des problèmes. Mais le DMP, puisque vous remarquez effectivement... Non, attendez, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que... Parlez des applis. Non, mais justement, ce que nous apprend l'histoire du DMP, c'est l'histoire de l'informatique centralisée, le I de e-santé, à la différence du M. C'est-à-dire que les grands projets publics centralisés, on l'a vu ces dernières années, y compris avec Louvois, avec Chorus, enfin les grands systèmes, ont pratiquement tous échoué. Parce que justement, les technologies évoluent tellement vite que l'État, en général, n'a pas le savoir-faire, la compétence, dans nos jargons on parle de l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage suffisamment musclée pour le faire. Il se trouve que ce que l'on voit avec la santé mobile aujourd'hui, c'est qu'on a le mouvement inverse qui se crée, c'est-à-dire une adoption par l'utilisateur,
pour après être en mesure de transmettre, et c'est ce que disait monsieur à l'instant, de transmettre, le cas échéant, des données de santé à tel ou tel professionnel en fonction de la volonté de l'utilisateur. La question est-ce que parfois l'utilisateur ne sera pas tenté d'aller encore plus loin, Oui. de publiciser effectivement sur des réseaux sociaux pour participer à des groupes de soutien, etc., ce qui arrive beaucoup aux États-Unis dans ces domaines-là. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est l'histoire récente de ces technologies qui doit essayer de nous orienter vers les technologies qui seront les plus valides vu l'utilisateur. Brièvement. Pourquoi vous dites toujours brièvement quand c'est moi? Parce que je rappelle que le temps passe trop vite, hélas. Suspends ton vol. Heure propice. Donc moi, je voulais parler de ce qu'on dit aux patients. On a dit l'utilité. Je crois que la deuxième chose, un mot important, c'est la liberté. C'est la liberté d'envoyer ces données, s'il veut les envoyer, de ne pas les envoyer s'il ne veut pas les envoyer. Et même si, dans le principe, le patient doit être connecté au médecin parce que la pathologie est complexe, etc., il faut toujours que le patient ait cette possibilité de se réserver ces moments d'intimité. Il peut y avoir, je dirais, pour une raison qui lui appartient, une journée où il n'a pas envie que ces chiffres, elles partent chez le médecin. Ça peut être plus long. Et donc, je crois que c'est très important parce que pour tout le monde, c'est un changement, ce style d'outil. C'est vrai pour le médecin, on en a largement parlé, mais c'est aussi vrai pour le patient qui se retrouve tout d'un coup avec, je dirais, sa vie privée exposée sur la place publique. Et alors, oui, il y a les sites Internet, mais il y a aussi le fait d'être sous l'œil de son médecin en permanence. Habituellement, on n'est pas sous l'œil de son médecin 24 heures sur 24. Quand un médecin veut vous mettre en surveillance, il vous met dans un lit à l'hôpital. Oui. Ben là, c'est un peu la même chose et on peut avoir ce même sentiment. Mais c'est volontaire. Je voudrais redonner la parole au directeur du marketing. J'insiste sur le côté marketing versus... Ouais. Là, j'ai peur de le décevoir. Non. Vous dites qu'il faut faire une grande différence entre les applications grand public et les applications à destination des professionnels de santé. Rien à voir. Bah oui, rien à voir, parce que c'est pas les mêmes solutions, c'est pas les mêmes requirements technologiques, on n'a pas le même niveau de qualité. Et puis il y a ce problème d'intégration qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que quand je viens avec mon téléphone, avec mes courbes de poids, avec 50 kg de papier voir mon médecin, il ne sait pas quoi en faire, parce qu'il n'y a tout simplement pas d'interopérabilité. Alors on ne cesse de parler du DMP, mais le DMP c'est à la limite un épiphénomène dans notre problème d'interopérabilité. On a un problème d'interopérabilité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous pour que toutes les applis, les meilleures évidemment, celles qui auraient été sélectionnées par DMD Santé, marchent mieux encore, que ce soit encore plus utile, encore plus efficace? Il faut quoi? De la communication, de l'argent, que les gens aient plus de smartphones, il faut plus d'ADSL à domicile? Il faut de l'interopérabilité. Plus de smartphones ou plus d'ADSL, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Par contre, je pense que permettre aux médecins d'utiliser, si c'est possible, si ça fait sens, les données qui ont été connectées, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi à construire aujourd'hui. Parce qu'il y a des silos de données qui ne se parlent pas entre eux. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à casser pour justement qu'on puisse tirer le meilleur de toutes ces nouvelles technologies. Quand on regarde ce qui se passe sur ces Apple Store, ce sont des foyers d'innovation extraordinaires. Il y a une profusion d'idées absolument magnifiques. Maintenant, ça crée plus des exceptions qu'une réelle révolution en matière de santé. On n'est pas égaux face à l'Apple Store. Il y a des gens qui vont être aptes à trouver la bonne application et il y en a qui vont avoir du mal à trouver la bonne application. Donc il nous appartient à nous, tous parties prenantes de cet écosystème de santé, de se poser la question de quelles sont les bonnes applications qu'on veut intégrer pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Attends, juste une question à M. Orange Lab tout de même. Les objets connectés. Il y a aussi ici, on n'est pas à Las Vegas, on n'est pas au CES, mais il y a de très très beaux produits. Je vous conseille tous d'y aller. Il y a des choses formidables. Ariel, Steraillon et autres. Des objets connectés. Est-ce que c'est l'avenir, puisque vous êtes, vous, branché sur l'avenir? Écoutez, moi, j'en porte un sur moi, donc je ne vais pas vous dire que c'est pas l'avenir. Je ne vais pas faire de pub, mais j'en ai un sur moi. Ouais. C'est celui de Nike, d'Orange, le problème des objets connectés de ce type-là, c'est qu'ils tombent exactement dans la différence que je fais entre les applications de vraie santé et les applications de fitness. Un objet comme ça... ça, c'est du fitness. Ça, c'est du fitness. C'est du fitness. Et ce ne sera pas de la santé. Oui. Clairement. Oui, je reviens sur ce que monsieur disait, et je ne peux qu'être d'accord. Il est important de pouvoir détecter les applications. Je défie un être normalement constitué de trouver facilement des applications sur un domaine et de pouvoir les trouver toutes sur l'Apple Store ou sur l'Android ou sur le Google Play, parce que tout simplement ces systèmes sont faits non pas pour, je dirais, orienter la personne, mais sont faits pour faire le rating de celle qui marche le mieux.
Et donc, en gros, quand vous n'êtes pas dans les 10 premières, vous n'existez pas. Pendant très longtemps, puisqu'on parlait du Louvre tout à l'heure, l'application Musée du Louvre, qui s'appelait Musée du Louvre, était introuvable sur l'App Store, parce que quand on mettait Louvre, le mot Louvre ne suffisait pas. Des problèmes d'indexation qui étaient infinis. Donc là-dessus, je dirais, les systèmes existants de portail applicatifs sont très mal faits. D'où la nécessité qui s'est faite jour pratiquement partout dans le monde de créer des portails spécifiques pour les applications de santé, avec ce classement dont on parlait tout à l'heure. Se fier aux boutiques existantes, c'est extrêmement dangereux, justement parce que l'utilisateur sera perdu en permanence au profit de celles qui auront la puissance marketing et la puissance de ranking la plus grande. Donc là-dessus, je crois qu'il faut être très très prudent et surtout avoir une vraie démarche constructive de portail, d'application d'intérêt général santé. Ce que nous n'avons pas pu faire, parce que c'est au ministère de Santé de le faire, mais je pense qu'il faut absolument que ça existe en France, comme ça existe en Angleterre, ou aux États-Unis ou ailleurs. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on salue la démarche de DMD, en fait. Ça leur fait plaisir, répétez une dernière fois. Mais c'est pour ça que tous autant qu'on est, on salue la démarche de DMD, qui ont fait une partie du boulot. Oui. Oui, juste quelques mots. On a eu là une vision très industrielle de la M-Santé avec les applications possibles, la vision d'Orange, etc. Mais je crois que comme ça a été le cas pour le web il y a 10 ou 15 ans, quand on voit le foisonnement de ce qui existe actuellement en apps, d'abord, elles ne correspondent pas toutes à des interfaces entre les patients et les équipes médicales. Le transfert de données, il reste encore aujourd'hui marginal. Par contre, on voit beaucoup d'applications qui sont des applications d'aide à la vie quotidienne, d'empowerment des patients, d'accompagnement des patients, qui ne sont pas forcément à visée industrielle ou à visée de rentabilité maximale. Et ce sont vraiment des applications qui ont une place, qui peuvent faire une différence pour les personnes malades, et qui serait un peu dommage d'isoler du discours qu'on a aujourd'hui et de la réflexion globale, parce qu'elles existent et elles existeront. Le moment est venu de conclure. Je ne vous pose pas de questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Qu'est-ce qu'il faut retenir? S'il fallait résumer en 2 minutes, on va commencer par vous, Bernard Benamou. Ça m'ennuierait d'avoir à résumer les propos des autres. Si vous voulez qu'on retienne quelque chose. Disons moi je reviendrai, je citerai le propos que monsieur tenait. Excusez-moi de ne pas vous citer par votre nom. Sarda. Voilà. Benjamin Sarda. Précisément, excusez-moi encore. C'est que nous vivons le moment de bascule où il n'était question que d'applications et où, comme vous le disiez, monsieur Bonaldi, nous allons avoir bientôt des objets qui vont être les vecteurs. Et c'est ce point-là, je dirais, le mal que je souhaite à nos interlocuteurs de DMD, c'est d'organiser une table ronde l'année prochaine qui ne consacrera pratiquement le temps qu'à cela, parce que je crois que c'est là que ça va se jouer pour l'essentiel, le portable, la tablette devenant l'auxiliaire de l'objet connecté, le cerveau de l'objet connecté, le cerveau déporté de l'objet connecté. Et c'est là où vont se développer, au-delà du fitness dont il a été beaucoup question, de vrais objets médicaux. Parce que nous sommes sur le point de voir arriver de vrais objets médicaux, là où pour l'instant, pour des raisons de facilité industrielle, on a créé essentiellement des objets fitness. Et pareil pour les applis, on voit cette bascule, et je crois que c'est ce mouvement-là qui sera très intéressant d'analyser, pourquoi pas l'année prochaine au même endroit. Conclusion, à vous le micro. Plus bref encore que Bernard Benamou, vous pouvez. Pour le dernier, ça va être difficile. Non, moi, ce que je retiendrai de la table ronde de ce soir, c'est qu'on est quand même tous plutôt en train de tirer dans la même direction. Je comprends que les ordres, les universitaires, etc., ne sont pas complètement opposés à ce qui est en train de se passer. Et je rejoins M. Benamou. On va vivre en 2014, précisément parce qu'on est tous en train de se dire que c'est une révélation qui est saine, à la fois pour les professionnels de santé et pour les patients. On va vivre en 2014 une révolution extraordinaire. Professeur, si vous le désirez, docteur Pierre Simon. Non, moi je veux dire un mot, parce que je pense que la santé mobile, c'est une formidable évolution, je dirais, en matière de santé. On en a besoin pour la pratique de la télémédecine, mais que les préalables aujourd'hui, on l'a dit, c'est un projet médical, c'est travailler, professionnels de santé, patients, industriels, sur le produit qui va répondre le mieux, je dirais, à l'application de télémédecine, c'est-à-dire prendre en charge un patient et avoir un impact sur sa santé. Et je mets de côté tout le reste, c'est-à-dire que toutes les applications qui n'ont pas d'intérêt pour la télémédecine, je veux dire que là, eh bien, que c'est, je dirais, le caractère ergonomique, l'intérêt qu'ont les patients. Et on a dit à un moment donné, c'est pour le bien-être des patients. Oui, pourquoi pas. Oui. Hein, mais bon, là, il y a tout un marché possible, peut-être. Hein, et je crois que le tri se fera naturellement par les patients. Darwinien.
À vous, Par les personnes. par les personnes. Je vais sans doute Yvanie Caillé. je vais sans doute me répéter, mais enfin, en effet, on est à l'aube d'un vrai changement. Il y a des possibilités considérables qui s'ouvrent pour améliorer la prise en charge et la vie des personnes malades. Mais je crois que rien ne se fera si elles n'adhèrent pas au projet, si elles ne sont pas étroitement associées à son émergence. Professeur, Un petit jeu de mots. On a été habitué aux dispositifs médicaux implantables, les DMI. Maintenant, on aura un dispositif mobile implanté. c'est joli. Dispositif mobile implanté. Qui dit dispositif dit forcément règle d'usage, dit bonne pratique. Oui. Mobile, c'est toute la sémantique que j'ai essayé tout à l'heure de disserter avec vous sur la mobilité du professionnel, du patient et de l'information. Et implanté parce que il faut que ça marche. Oui. D'accord. Il faut qu'il soit Est-ce que c'est désimplantable. une implantation stratifiée par pathologie? Est-ce que c'est une implantation stratifiée par territoire? Vous allez parler tout à l'heure des déserts médicaux. Bon, je crois qu'il faut qu'on s'expérimente sur tout ça. C'est vrai que la télémédecine, il y a quelques dizaines d'années, on était sur des déficits d'informations. Ouais. Maintenant, on est dans pléthore d'informations. Il faut que ce soit volontaire. Avec un engagement. Moi, j'en retiens qu'effectivement, il serait souhaitable que ce genre de réunion se renouvelle, parce que les choses vont évoluer très rapidement. Alors, ne soyez pas étonnés, les ordres professionnels, l'ordre des médecins en particulier, est par fonction un producteur de normes. Mais produire les normes, ce n'est pas nécessairement mettre des obstacles. Je dirais, sans être prétentieux, c'est plutôt des phares et des balises, je dirais. J'ai comparé finalement la navigation, les applications, m'excuse de cette métaphore maritime, à la navigation en mer. Il vaut mieux avoir une carte, il vaut mieux savoir où on va, il vaut mieux avoir la bonne carte, voilà. Bon, il faut donc qu'il y ait une réflexion éthique, et une réflexion éthique qui soit sociale, c'est-à-dire que c'est pas à l'ordre des médecins de dire ce qu'est le bien et le mal. Il avait tendance à le faire il y a 20 ans. Mais enfin, les temps ont changé. Mais par contre, d'accompagner avec où est la norme, c'est la production de normes déontologiques, et qui sont les comportements des professionnels entre eux, en manifestant l'ouverture à la concertation avec les industriels, les patients, bien évidemment. Mais nous sommes producteurs de normes. Nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner en rond, voilà, et d'avancer. C'est ce que je voulais dire. Clavier Petit, à vous le dernier mot de cette table ronde. Eh bien, pour moi, d'abord, c'est encourager les patients à plus intervenir sur le sujet. Je crois qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a un petit retard de ce côté-là. Donc, encourager bien sûr les médecins à continuer, mais vraiment pousser les patients à plus exprimer leurs besoins et à les traduire dans des outils mobiles. Et puis la deuxième chose, c'est le fait que notre discussion montre bien qu'on a besoin de structurer en fait les différents types d'outils pour pouvoir faciliter en fait leur mise en œuvre à travers une réglementation qui soit claire, simple pour les objets qui méritent une réglementation simple, un petit peu plus compliquée pour ceux qui sont au stade au-dessus, et puis plus complexe pour ceux qui sont vraiment très médicalisés. Donc ça, je crois que c'est très important. Et puis la dernière chose, c'est j'ai beaucoup aimé la discussion sur, c'était votre commentaire sur l'ergonomie et l'utilité. Je crois qu'après, je dirais le troisième temps, c'est quand même d'observer l'usage et de voir comment cette utilité s'inscrit, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas d'innovation sans utilité vraiment démontrée. Je crois qu'on a tous eu, la première fois qu'on a vu un téléphone mobile dans notre existence, à quoi ça peut bien servir. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on voit bien tous les usages qu'on peut en faire. Voilà, donc je pense que ça doit être pareil pour la santé mobile. Merci, merci à vous. 7. Est-ce qu'on a 47 secondes d'avance sur l'horaire? Est-ce que quelqu'un a envie, un dernier mot de 47 secondes? Une félicitation à ceux qui nous invitent. Merci, merci et bravo à vous tous. Merci.